Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Claire Fernandez. Je suis responsable du Centre d'information Europe Direct Luberon-Durance, qui est porté par une structure qui s'appelle le CBE Sud Luberon. Je tiens avant tout à vous remercier d'avoir répondu présents si nombreux pour ce webinaire. Nous sommes ravis. Je tiens à remercier évidemment Monsieur Yves Bertoncini, président du Mouvement européen France et professeur à Sciences Po, de nous avoir fait l'amitié d'intervenir ce soir. Je tiens à remercier Jean-Marie Biliato, président du Mouvement européen du Vaucluse, qui nous a appuyés et soutenus dans l'organisation de cette manifestation. Et enfin, je tiens à remercier également l'équipe d'Europe Direct, Luberon-Durance, qui a rendu possible cet événement. Donc, un petit mot très bref avant de commencer sur Europe Direct. Europe Direct, c'est un label adressé par la représentation de la Commission européenne en France. Donc, le CBE Sud-Luberon a été labellisé Europe Direct. Nous sommes devenus des partenaires privilégiés de la représentation de la Commission européenne en France. Et notre vocation première, c'est de contribuer à tisser, nouer, dynamiser le lien entre les citoyens et l'Union européenne. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par de la communication quotidienne sur l'Europe, ses politiques. Ça passe par l'organisation de manifestations telles que celle-ci. Récemment, nous avons organisé un atelier pour recueillir les doléances des citoyens ruraux et les transmettre à la DG Agri de la Commission. Voilà, ce sont nos principales activités. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Jean-Marie. Bonsoir à tous, merci d'être présents sur ce webinaire très intéressant sur le Brexit et après. On va avoir pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, je suis président de la section locale du mouvement européen Vaucluse et environ. On est une vingtaine d'adhérents, donc s'il y avait parmi vous des personnes qui souhaitaient venir nous rejoindre en tant qu'adhérents, ben, on les accueillera volontiers dans notre section locale. On a pour objectif d'organiser régulièrement, alors avant le Covid c'était en présentiel, maintenant c'est un peu moins en présentiel, mais plutôt en visioconférence, ben, des eurodéputés. On va avoir Bernard Guetta qui va intervenir le 23 avril, après une autre eurodéputé le 28 mai. Au mois de mars, on va essayer d'innover avec un duo d'eurodéputés, un madrilène et une française, Sylvie Guillaume, qui nous suit depuis des années. C'est pour avoir un petit peu les deux points de vue, espagnol et français, sur l'Europe, comment ça fonctionne, comment cette machine-là arrive à fonctionner. On va essayer aussi, plus tard, en septembre, d'intervenir dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer aux jeunes de qu'est-ce que c'est que cette Europe-là, en ayant toujours pour soin d'ouvrir le débat et essayer d'organiser des débats sur l'avenir de l'Europe, sur toutes ces choses-là. Merci au président Yves Bertoncini d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Europe Direct sur un sujet qui est très, très, très intéressant. Et donc, je vous souhaite une bonne conférence, bonne conférence, et puis le débat sera, je pense, très riche. Alors, juste une petite information. Si vous avez des questions durant la conférence ou après la conférence, vous aurez la possibilité de lever la main sur votre interface Zoom. Et à partir de là, on pourra vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question. Voilà, merci. Donc, c'est à mon tour. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Il va de soi que j'aurais aimé être présent pour de vrai dans une si belle région, Luberon, Durance, Vaucluse. Je vais dire peut-être que ça sera pour la prochaine fois. On espère. Je suis là sous un soleil artificiel, hein, c'est simplement une lampe de bureau, sous un ciel parisien assez sombre, ma foi, et pluvieux. Je ne suis pas là pour vous parler de la météo, mais d'un thème intéressant, le Brexit, en tout cas, et puis ses conséquences pour le Royaume-Uni, et puis pour nous, surtout les Européens, les Français.
Alors, avant de le faire, je vais quand même saluer Jean-Marie et tous les efforts qui sont faits sur le territoire. Donc, vous savez, le mouvement européen est des dizaines de sections locales. Il n'en a pas d'ailleurs dans forcément tous les départements, mais il y en a une dans le Vaucluse. Et c'est comme ça qu'on essaie de faire vivre effectivement le débat sur l'Europe, la pédagogie, faire des propositions aussi sur les sujets européens. Alors, je sais que les réseaux Europe Direct font aussi un travail remarquable, hein, donc je salue ce que fait Claire Fernandez. En fait, bon, le mouvement européen, c'est un peu la grande maison où se retrouve aussi la Fédération des maisons de l'Europe, enfin toute une série d'acteurs. Et c'est la maison, je dirais, la plus ancienne, puisqu'elle a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale, en 48-49, au moment du Congrès de La Haye. Et alors, je voulais dire tout ça parce qu'il se trouve qu'au Congrès de La Haye, Churchill était présent. Le Congrès de La Haye, c'est en 48, et je voulais commencer comme ça. Churchill est là. Alors, l'histoire française a retenu que François Mitterrand aussi était là. Il y avait quelques milliers de militants, société civile, quelques partis, mais les Britanniques étaient là. Et Churchill avait déjà à l'époque fait un discours à Zurich en expliquant que voilà, il y avait un rideau de fer allait s'étendre sur l'Europe et qu'il fallait que les Européens de l'Ouest s'unissent. Il était à La Haye, au congrès de La Haye, donc pour réfléchir à comment l'Europe pouvait se rapprocher, s'unifier, et notamment face à la menace soviétique. Mais dès l'époque, il était clair pour Churchill et puis pour ses successeurs qu'il fallait que les Européens continentaux se rapprochent, mais que la Grande-Bretagne ne ferait pas partie de l'aventure, puisque la Grande-Bretagne avait un destin particulier qui est lié à son histoire, à sa géographie, au fait que voilà, il y a son attrait pour le grand large. Et voilà, je dis tout ça parce que, vous voyez, dès l'époque où a été créé le mouvement européen international, puis le mouvement européen France, puis ses sections locales, il y avait ce particularisme britannique. Voilà. Et donc, au fond, le Brexit dont on va parler aujourd'hui, ses conséquences, ça vient de très très loin, ses conséquences économiques, géopolitiques. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les causes, hein, on va plutôt passer à la suite, j'en dirai peut-être un mot. Et ce que je voulais faire pour amorcer la discussion, les questions, c'est d'abord revenir sur le Brexit comme ce que c'est-à-dire quand même un événement historique et en même temps une amputation géographique pour l'Europe. Ensuite, dans un second temps, parler des nouvelles relations qu'il faut avoir maintenant, telles qu'elles ont été définies, entre nous, les Européens d'un côté, à 27, et puis le Royaume-Uni de l'autre. Vous savez que ça s'est fait par étapes, mais maintenant, on commence à y voir un peu plus clair depuis tout récemment. Et puis, en dernier lieu, peut-être quelques éléments sur l'impact que tout ça aura aussi sur le Royaume-Uni d'un côté et les Européens de l'autre, puisque maintenant, on va faire vie séparée. Et donc, voilà, 3 temps dans ma présentation avant d'échanger plus directement avec vous. Donc, le premier temps, qui est une sorte de grande introduction, c'est pour rappeler voilà, que c'est un événement historique, évidemment, le Brexit, et en même temps une amputation géographique. Parce que même si les Britanniques s'étaient tenus en retrait, même si ce n'était pas ce qu'on appelle un pays fondateur, hein, le pays fondateur de la construction européenne, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, et puis les 3 pays du Benelux, hein, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Même si le Royaume-Uni avait fini par rejoindre en 1973, il ne faisait pas partie du noyau dur hein, de la construction européenne. Il n'était pas dans la zone euro, il n'était pas dans l'espace Schengen, il avait un statut un peu particulier, il ne payait pas toute sa part au budget européen, donc c'était déjà un membre spécifique. Pourtant, c'était un pays, et c'est toujours d'ailleurs un pays central pour l'équilibre européen. Bien sûr, la construction européenne réunit 27 pays, mais il y en avait quelques-uns qui étaient un tout petit peu plus puissants et influents que d'autres. Et évidemment, la France, l'Allemagne, mais aussi le Royaume-Uni. Il y avait une forme de ménage à 3 entre ces pays-là. Et donc, évidemment, le départ du Royaume-Uni a des conséquences très importantes. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le Royaume-Uni ne faisait pas partie, je l'ai dit, des pays fondateurs.
La construction européenne a commencé sans lui, elle va donc se poursuivre sans lui. C'est moins important que la France et l'Allemagne. C'est un membre important, mais la France et l'Allemagne, c'est un peu les deux jambes, même si les autres pays comptent. Mais enfin, la France et l'Allemagne, si on retirait la France et l'Allemagne de la construction européenne, elle serait vraiment bancale. Peut-être qu'avec le Royaume-Uni, on a perdu un membre supérieur, un bras, pas une jambe en tout cas. Mais ça reste quand même, et on n'en a pas pris encore toute la mesure, j'y reviendrai, un événement évidemment que le retrait du Royaume-Uni, historique aussi parce que c'est la première fois que cette construction européenne qui avait débuté à 6, puis qui avait accueilli 3 autres pays, dont le Royaume-Uni, en même temps que le Danemark et l'Irlande, et puis encore ensuite la Grèce, l'Espagne, le Portugal, les pays Autriche, Suède, Finlande, et puis ensuite tous les pays, ou presque tous les pays de l'ex-espace soviétique, Malte, Chypre, on élargissait, comme on dit, sans arrêt, mais on n'avait encore jamais rétréci. Et là, oui, c'est un rétrécissement, et je le disais, c'est une amputation même géographique, alors dont il n'est pas évident de mesurer les conséquences à court et moyen terme, même si je vais essayer, je vais déjà après décrire évidemment le nouveau cadre de la relation entre le Royaume-Uni et le continent, mais dont on peut déjà très mathématiquement mesurer l'impact chiffré, parce que je dis c'est un rétrécissement. Donc très concrètement, je vous donne 3 chiffres. Le Royaume-Uni, c'est toujours 66 millions d'habitants. Donc l'Union européenne qui comptait 513 millions d'habitants, de citoyens, avant le Brexit, là, elle a été amputée de 66, c'était quand même 13% du total. 13% de moins. Donc nous ne sommes plus que 447 millions. Alors 447 millions, c'est toujours de l'Union européenne le 3e, je dirais, sur le podium mondial, loin derrière la Chine, 1,4 milliard, et l'Inde, 1,3. Toujours devant les États-Unis. Les États-Unis, c'est 330 millions à peu près. Mais voilà, c'est quand même une diminution de 66 millions de citoyens, donc 13% de la population en moins. Géographiquement, c'est moins marquant, parce que le Royaume-Uni, c'était seulement 5,5% de la surface de l'Union européenne. Bon, c'est quand même une île, c'est pas très grand. Mais bon, au-delà, on voyait bien que ça donnait des liens. Le Royaume-Uni était une ancienne puissance coloniale qui avait des liens partout dans le monde. Notamment, j'ai cité l'Inde, évidemment, les pays du Commonwealth. Je parlais de la Chine, il y a eu Hong Kong, c'était quand même un pays dont la géographie allait bien au-delà de ces simples frontières. Donc, il y a quand même un élément là d'amputation également. Et puis on le voit d'ailleurs, si je parle de géographie, la géographie maritime, j'y reviendrai, mais les eaux britanniques, voilà, c'était un problème si nos pêcheurs ne pouvaient plus y avoir accès. C'était quand même aussi un rétrécissement. Et puis troisième juste chiffre à partager avec vous, c'est peut-être un chiffre très important, c'est en termes économiques. Sur la richesse européenne, le Royaume-Uni, c'était le 2e pays le plus riche, derrière l'Allemagne. C'était 15% du PIB de l'Union européenne. 15%. Donc 13% de la population, 15% du PIB. Donc maintenant, le PIB de l'Union européenne, amputé des 15%, il est tombé à, on va dire, 13 500 milliards d'euros. 13 500 milliards d'euros, ça nous rapproche de la Chine. C'est-à-dire que la Chine va bientôt nous rattraper, probablement. Alors que quand on avait le Royaume-Uni, on avait un peu plus d'avance. Voilà. Et puis, globalement, comme le Royaume-Uni était assez riche, la richesse par habitant a un peu baissé. La moyenne en Europe a baissé avec la sortie du Royaume-Uni. Donc, vous voyez, je dis sur la partie démographique, géographique et économique, oui, c'est une forme d'amputation que d'avoir perdu ce membre-là, ce pays-là, même si ce n'était pas complètement étonnant, vu, j'y reviendrai, vu la spécificité historique, géographique de ce pays, et vu les conditions dans lesquelles le référendum d'appartenance a eu lieu. Le contexte économique difficile, post-crise financière, le contexte
politique aussi, avec beaucoup d'approximations, parfois de mensonges, qui ont été d'ailleurs admis, y compris par Boris Johnson. Le contexte migratoire aussi, la crise des réfugiés, tout ça a créé quelque chose qui s'est cristallisé avec une victoire de justesse, 51,9, mais enfin une victoire claire, et donc les Européens en ont pris acte et ont donc négocié avec le Royaume-Uni pour entrer dans une nouvelle ère. Et ça, c'est le deuxième temps de ce que je voulais évoquer, deuxième temps de ma présentation, une nouvelle ère, puisque avant, les relations UE-Royaume-Uni, c'était des relations d'adhésion, quand bien même il y avait quelques exceptions pour les Britanniques, quand bien même ils s'étaient tenus à l'écart de la zone euro, de l'espace Schengen, ils avaient des rabais sur leurs contributions, mais ils étaient membres. Voilà, ils étaient membres. Ce n'étaient pas d'ailleurs les seuls membres à être ni dans la zone euro, ni dans l'espace Schengen. Il y a d'autres membres de l'UE qui n'étaient pas dans les deux ensembles que je viens de citer. Mais enfin, bon, ils ont choisi de sortir et donc il a fallu réfléchir, négocier avec eux. Et vous le savez, ça a pris énormément de temps, le statut de nouvelle relation. Ça aurait pu être simple s'ils avaient choisi un statut qui existe déjà. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a dans notre voisinage immédiat des pays qui ont un statut particulier sans être membres. Il y a par exemple les pays comme la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont membres de l'espace économique européen. C'est-à-dire qu'en gros, s'appliquent les règles du marché unique, on va dire pour simplifier, même les éléments de libre circulation des personnes, sous certaines conditions, la participation à certains programmes européens, programmes de recherche, programme Erasmus. Voilà. Donc ça, c'était un statut possible. Les Britanniques n'en ont pas voulu. Il se trouve que c'est un statut où les pays concernés doivent appliquer les règles de l'Union européenne sans décider. Ils prennent les règles, ils prennent les normes, mais ils ne décident pas. Donc c'est vrai que comme dans le Brexit, il y avait une volonté souverainiste de reprendre un peu le contrôle, ça ne pouvait pas leur convenir. Après, il y avait un statut voisin qui est celui de la Suisse. Ils auraient pu dire, on veut un statut un peu comme la Suisse, c'est-à-dire la Suisse n'est pas dans l'espace économique européen. La Suisse a des accords avec l'Europe, des accords bilatéraux sur toute une série de secteurs. Elle applique les normes européennes, mais c'est les siennes, c'est-à-dire qu'elle copie-colle. Copie-colle, mais bon, l'honneur et les apparences sont sauves, c'est des normes suisses. Et puis, il y a des comités mixtes pour s'assurer. Bon, je vous dis tout de suite, ce qu'ont obtenu les Britanniques, ce n'est pas très éloigné du statut suisse, mais avec des variantes, des exceptions, une adaptation aux spécificités britanniques. Mais les Britanniques avaient tout de suite dit non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas du statut suisse, on veut autre chose. Il y avait le statut aussi de la Turquie, qui n'est pas dans le marché unique, mais dans l'union douanière, mais pas pour l'agriculture. Voilà, il y a d'autres statuts. Les négociations se sont engagées sur cette base. Les Britanniques vont sortir, mais pour aller où? Je crois qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes, qu'il y a eu, et vous l'avez vu, de nombreuses divisions au sein du Royaume-Uni, au sein même du Parti conservateur britannique. Sur le Brexit résulte aussi des divisions au sein de ce parti. À un moment donné, Theresa May a obtenu quelque chose. C'est une des premières choses qu'il fallait obtenir, c'était l'acte de divorce, c'est-à-dire l'accord de retrait. Vous nous avez dit que vous vouliez partir, il faut donc qu'on divorce. Il va falloir qu'on signe un accord de retrait. L'accord de retrait a été signé l'an dernier et il a été ratifié, il a été signé à la fin de l'année d'avant, il a été ratifié au début de l'an dernier, donc en 2020. Il est entré en vigueur. Ça avait juste pour but de régler, comme dans tout divorce, quelques questions clés, l'argent, les enfants. Alors l'argent, c'était, puisque les Britanniques étaient quand même encore membres depuis le référendum, il fallait qu'ils payent leur part au budget tel que ça avait été prévu, puisqu'en Europe, on a un budget pluriannuel de 7 ans, donc ils ont accepté, ils ont payé ce qu'ils devaient jusqu'à 2020. Et puis les enfants, c'est qui les enfants? C'était les citoyens britanniques qui vivaient chez nous. Et je sais qu'il y en a quelques-uns dans le Vaucluse, dans le Luberon, parce qu'ils ont bon goût,
et puis les citoyens européens qui vivaient chez eux. Et donc, pour cela, pour ces citoyens qui étaient déjà là, on a maintenu l'accord qui prévoit le maintien de leurs droits. C'est-à-dire qu'il y a eu des projets de vie qui ont été faits sur la base du fait que les Britanniques étaient membres de l'UE. Et on a dit, l'accord, c'est on ne touche pas aux droits acquis, à ceux-là, ceux qui sont déjà là. On va essayer de maintenir leurs droits. Sachant qu'en revanche, et je vais en dire un mot juste après, ça ne sera pas la même chose pour les nouveaux, quand on aura conclu le nouvel accord. Mais là, c'est juste pour l'accord de retrait, l'accord de divorce. Et déjà, au moment de l'accord de retrait, il y avait une grosse difficulté. C'était entre les deux Irlandes. Parce que pour le coup, là, il fallait séparer ce qu'on ne voulait pas séparer. Puisque le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, Galles et l'Écosse. Et puis, il y a de l'autre côté l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, c'est ce bout de l'île d'Irlande qui a été rattaché donc, à la couronne britannique. C'est vraiment le Royaume-Uni de Grande-Bretagne d'un côté, quand on dit les Britanniques, et d'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, c'est autre chose. Et donc, c'est le nord-est de l'Irlande, de l'île d'Irlande, c'est l'Irlande du Nord. Bon. Donc, si le Royaume-Uni, à l'époque de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, quittait l'Union européenne, il fallait qu'entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, on rétablisse des contrôles, des frontières, puisqu'ils quittent l'Union européenne. Eh bien, au moment de l'accord de retrait, déjà, la question a été abordée. La volonté, ça a été de ne pas faire ça. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire pourquoi? Parce que il y a eu des guerres civiles entre les deux Irlandes, que la paix est fragile, il y a eu des accords, que même si c'est deux pays différents, il y a quand même une interdépendance économique et humaine qui est très très forte. Et donc, ce qui a été décidé, c'est on ne rétablira jamais de contrôle entre les deux Irlandes, pas de frontières. D'accord, très bien. Et ça a été l'accord de retrait. Et donc, quand cet accord de retrait a été conclu, après maintes et maintes péripéties, on est entré dans une phase qui a duré un peu moins d'un an. C'est une phase qui allait permettre de négocier ce qui a été conclu juste avant Noël et qui est entré en vigueur il n'y a même pas 2 mois, c'est-à-dire un nouvel accord de partenariat. C'est comme si on avait d'abord acté le divorce, ça c'est l'accord de retrait, et puis ensuite on s'est dit, bon, d'accord, on n'est plus mariés, vous n'êtes plus membres, mais qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Donc, pendant la période de négociation, les Britanniques ont continué à appliquer toutes nos normes, toutes nos règles, un peu comme la Norvège, mais ça n'était que temporaire. Et on a négocié cet accord, donc ce Pax. On divorce d'un côté, c'est plus un mariage, et là, on a conclu un Pax. Alors, le Pax, c'est une expression triviale. On a conclu un accord de commerce et de coopération. C'est ça que Michel Barnier a négocié au nom de l'Union européenne, sous le contrôle des conseils européens, du Parlement européen aussi. Un accord de commerce et de coopération. Bon, il a été conclu au forceps. In fine, juste un peu avant Noël, il a été ratifié rapidement du côté britannique. Et c'est sous ce nouvel accord de commerce et de coopération que nous vivons depuis début janvier, avec des Britanniques qui sont effectivement plus membres de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui contient cet accord? Il contient un accord de libre-échange, un partenariat sur la sécurité des citoyens, notamment coopération policière et judiciaire, et puis ce qu'on appelle un cadre de gouvernance, en tout cas des éléments pour dire, en gros, comment on va contrôler l'application de cet accord. Puisque comme les Britanniques ne voulaient plus être soumis à la Cour de justice de l'Union européenne, c'est pratique, quand il y a une cour, quand il y a un désaccord, on va devant la Cour. Mais eux, ils ne voulaient plus pour des raisons souverainistes, donc il a fallu trouver autre chose. Et donc, 3 choses, accord de libre-échange, partenariat sur la sécurité, et cadre de gouvernance et de contrôle. Je vous dis tout de suite ce qui ne contient pas. Il n'y a pas eu d'accord sur la politique étrangère, la diplomatie. Parce que quand on parle d'accord sur la sécurité, c'est surtout coopération policière, judiciaire, échange de renseignements face au terrorisme, par exemple. Peut-être qu'il y aura plus tard un accord sur la politique étrangère, la coopération, la diplomatie, parce que la défense,
Royaume-Uni, c'est un acteur très très important au niveau européen et même mondial sur ce registre. Mais pour l'instant, il n'y en a pas, ils n'ont pas souhaité négocier. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il n'y a pas grand-chose non plus sur les services. Peut-être on y reviendra plus en détail dans d'autres négociations. Mais au moins, il y a toute une série d'éléments qui permettent de gérer la nouvelle relation. Et alors, sur ce registre-là, plusieurs changements. Et donc, je rentrais dans le détail des changements, dont certains ont été évoqués dans les médias, et dont certains font écho directement à la campagne référendaire et d'autres sont un tout petit peu plus surprenants. Qu'est-ce qui fait écho? Il y a 5-6 séries de changements directement à la campagne référendaire, c'est ce qui change en matière de libre circulation des personnes. Je vous disais que le droit des citoyens qui était déjà au Royaume-Uni est maintenu, mais maintenant, pour nous, il y a de grands changements. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, avant, on pouvait aller tenter sa chance au Royaume-Uni. On était un jeune, parce que le référendum a été beaucoup dirigé contre la présence d'une grande communauté polonaise, notamment au Royaume-Uni, mais il y avait aussi beaucoup de Français qui pouvaient aller tenter leur chance au Royaume-Uni, parce qu'en tant que citoyen de l'Union européenne, et le Britannique étant dans l'Union européenne, ben, on avait un droit, non pas un droit de libre installation ad vitam aeternam, mais on avait un droit d'aller chercher un boulot. Et puis, il fallait, au bout de 3 mois, pouvoir justifier qu'on en a trouvé un et qu'on a des ressources pour vivre. Mais on avait le droit de tenter sa chance. Et ben là, c'est plus possible. On n'a plus le droit de tenter sa chance comme un citoyen européen, puisque les Britanniques ne sont plus des citoyens européens. C'est la même chose dans l'autre sens. Hein. Eux, ils ne peuvent plus venir travailler comme ça, sans avoir à remplir des papiers, demander des autorisations, et qui ne sont pas sûrs d'obtenir. Donc ça, c'est un changement assez concret. Ce n'est pas complètement fermé, mais c'est plus aussi libre, qu'avant. Il y a des sujets plus prosaïques. Hein. Par exemple, pour emmener un animal de compagnie au Royaume-Uni, avant il y avait la libre circulation, maintenant il faut un passeport pour les animaux de compagnie. Voilà. Ça, c'est sur la libre circulation, des exemples de changements. Et évidemment, d'autres changements sur les échanges de marchandises. Je commençais par les personnes, mais les marchandises. Et ça, si vous avez suivi les médias, ils s'en sont déjà fait l'écho. Pourquoi? Parce que les Britanniques ont choisi de sortir, non pas seulement du marché unique européen, de circulation, mais de l'union douanière. À un moment, Theresa May, Première ministre, avait dit non, on ne va pas sortir de l'union douanière, on y reste. Comme ça, il n'y a pas de droit de douane entre nous et l'Europe, le continent, mais en plus, il n'y a pas de formalité douanière. Parce que ce qui a été obtenu là avec l'accord de libre-échange, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de droit de douane. Il n'y a pas de quota, de contingent, de volume au-delà desquels les exportations sont limitées. Pour autant que, je vais y revenir après, les Britanniques continuent à respecter nos règles. Parce que dans l'accord de libre-échange, il y a l'idée qu'ils doivent respecter nos règles, nos normes, en matière environnementale, par exemple, nos règles en matière de concurrence. Mais tant qu'ils le font, il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de limitation de quotas. Mais en revanche, ce qu'il y a, puisqu'ils sont sortis de l'union douanière, c'est des formalités douanières. Il faut remplir des papiers. Et on l'a vu là, au moment du passage, justement, en plus avec un préavis très court, hein, au 1er janvier, il y a eu des véhicules bloqués à Calais, à Douvres, parce qu'il fallait remplir les papiers, ils ne les avaient pas remplis comme il faut. Et puis, puisqu'il y a des formalités, il y a eu des contrôles. Alors qu'avant, il n'y en avait pas à l'intérieur de l'Union européenne, où il y en avait, mais c'est des contrôles volants, ce n'était pas des contrôles systématiques. Donc ça, c'est un des grands changements. Et évidemment, ça a eu un impact déjà important pour les exportateurs, parce que les exportateurs britanniques qui exportent vers nous, mais aussi les nôtres, nous les Français qui exportons au Royaume-Uni, on doit remplir des papiers. Et puis, ça peut faire des délais. Et remplir des papiers, c'est des coûts. Et puis, les délais, c'est des coûts. Le temps, c'est de l'argent. Donc, pour l'instant, c'est seulement 1 mois et demi que ça dure. Il y avait en plus le fait de s'y mettre. Mais, j'allais dire, la chance des Britanniques et notre chance,
c'est que ça s'est fait en temps de Covid, donc il n'y avait quand même pas des flux massifs de marchandises, tout est ralenti en ce moment. C'est vrai que quand les médias ils sont allés le 1er janvier, de toute façon le 1er janvier qui était un vendredi, il n'y avait pas beaucoup de camions sur la route non plus. Mais enfin, on a déjà vu quelques petits embêtements de part et d'autre. Et maintenant, évidemment, c'est là qu'on verra l'impact réel et à moyen terme du Brexit. Parce que le fait de devoir remplir des formulaires, le fait de voir ces marchandises contrôlées, comme je l'ai dit à chaque fois, c'est des coûts. Ben, il faut des gens pour les remplir, les formulaires. C'est du temps de travail, hein, du salaire. Et il n'est pas interdit de penser que ça va avoir des conséquences, surtout quand le Covid sera derrière nous, espérons, quand l'activité reprendra à plein, qui vont être alors globalement négatives, mais après, ça dépend pour qui. Négatives pour ceux qui, par exemple, en France aujourd'hui, la France a, vous savez, un commerce extérieur qui est plutôt déficitaire, mais il se trouve qu'avec le Royaume-Uni, il est excédentaire. C'est un des rares pays avec lequel on a un excédent. 9 milliards d'euros par an en moyenne. Et notamment un fort excédent agroalimentaire. Les Britanniques adorent, ils adorent manger de la nourriture française, des boissons françaises, etc. Est-ce que ça ne va pas avoir pour effet de mettre des bâtons dans les roues à nos exportations agroalimentaires? Si, certainement, certainement. Et donc, ça, c'est fâcheux. Mais on n'en a pas encore mesuré la portée. Encore une fois, on est en temps de Covid. Alors bon, si on veut positiver pour les Britanniques, du coup, ils vont peut-être boire un peu plus d'alcool britannique. Hein. Il y a toujours des gagnants et des perdants dans tout ça. À l'inverse, d'ailleurs, si les Britanniques peuvent moins exporter vers nous, parce qu'ils ont des formalités, peut-être que certains industriels français vont gagner des clients, parce que telle ou telle grande entreprise française qui faisait appel à un sous-traitant qui était en Écosse ou en Angleterre, il va peut-être se dire non, c'est trop cher, ça prend trop de temps, maintenant je vais faire appel à un sous-traitant français. Donc peut-être que, et sans doute, ça va faire des gagnants. Mais il est encore trop tôt pour mesurer dans quelle mesure. En tout cas, pour ceux qui aujourd'hui exportaient de manière fluide vers le Royaume-Uni avec, encore une fois, 9 milliards d'euros d'excédent, c'est quand même un défi, c'est un problème, c'est embêtant. Et puis, même chose pour ceux qui importaient de la marchandise, des sous-traitants. Voilà. Et on va voir ça au fil du temps. Il y a un autre sujet dans l'échange de marchandises dont vous aurez entendu parler, c'est celui de la pêche. Puisque jusqu'ici, nos pêcheurs avaient un libre accès aux eaux britanniques. Et ce qui a été négocié, c'est que l'accès est maintenu pour au moins 5 ou 6 ans, que pendant les 5 ou 6 ans, il baisse quand même progressivement de 20% à peu près. Donc, ça laisse quand même le temps de s'adapter. Et puis qu'on verra au bout de 5 ou 6 ans. Donc, ce qu'ont déjà dit les Européens, c'est que on verra dans 5 ou 6 ans, mais que de toute façon, l'accord sur la pêche fait partie de l'accord d'ensemble et que si on touche les choses sur la pêche, c'est-à-dire si on interdit nos pêcheurs l'accès aux eaux britanniques, à ce moment-là, on reviendra sur les autres avantages qu'on a laissés aux Britanniques dans le cadre de l'accord de libre-échange. Mais là, il y a une petite perte de la part de nos pêcheurs pour l'accès aux eaux britanniques qui a été limité, 20-25% au bout de 6 ans. Donc, on descend les escaliers. Mais c'était un sujet, évidemment, très symbolique pour les Britanniques. Alors, je ne veux pas faire trop long sur cette liste. Je vous ai cité 2 ou 3 exemples un peu saillants. Vous avez peut-être vu qu'il y a aussi eu, sur les services financiers, une décision européenne qui est de dire, de toute façon, on ne va pas faire d'accord, on vous donnera, vous avez perdu votre passeport financier, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de continuer à vendre tous vos produits par principe partout dans l'Union européenne, mais nous, on vous donnera des équivalences, ce qu'on appelle techniquement au cas par cas. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'équivalences de données par l'Union européenne, il y en a eu 2 ou 3, alors qu'il y a au moins 36 ou 37 sortes de services financiers différents. Ce qu'on a déjà observé, c'est que sur la bourse, c'est-à-dire les échanges d'actions, la place de Londres a été détrônée, alors pas par celle de Paris, mais par celle d'Amsterdam, voilà, en janvier. Voilà. Donc ça, c'est une conséquence du Brexit assez tangible sur un point, le commerce d'actions. La place de Londres, la City, a beaucoup d'autres marchés sur lesquels elle est encore extrêmement importante et même dominante en
en Europe. Il y a eu quelques autres changements. Je termine cette liste en matière de transport aérien, transport routier. C'est-à-dire qu'avant, les Britanniques avaient toute liberté. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, prenez l'exemple des avions, ils pouvaient venir Londres-Paris, puis ensuite faire Paris-Rome, Rome-Varsovie, Varsovie-Londres. Bah, ça, ils ne peuvent plus. Il faut qu'ils fassent des allers-retours. Ça a été restreint. Même chose pour leurs transporteurs. Voilà. Et puis peut-être un dernier exemple symbolique des changements sur les programmes, parce que ça aussi, ça a été évoqué. Je vous disais tout à l'heure que les membres de l'espace économique européen, et d'ailleurs même la Suisse, même s'ils n'étaient pas membres de l'Union européenne, ils pouvaient choisir de participer à des programmes en payant, hein, bien sûr, mais en recevant. Alors, très symboliquement, le programme de recherche, par exemple, puisque c'est mieux de rechercher à plusieurs. Le programme Erasmus pour l'échange des étudiants. Vous aurez sans doute entendu évoquer la décision britannique de ne plus participer au programme Erasmus. Ça veut dire que les étudiants qui bénéficient de ce programme, hein, qui sont très nombreux, y compris en France, c'est 25 ou 30 000 Français par an, ils ne pourront plus aller au Royaume-Uni. Alors, s'ils veulent apprendre l'anglais, ils pourront aller à Malte, ils pourront aller en Irlande. Et puis, s'ils veulent apprendre autre chose, ils iront partout ailleurs, mais ils ne pourront plus aller au Royaume-Uni. Donc voilà, ça, c'est des éléments parmi quelques autres, hein, mais de changement introduits par cette décision britannique de quitter l'Union européenne et surtout l'accord qui a été conclu avec eux. Mais ce que je vous disais, peut-être dernier point sur cette partie, nos nouvelles relations avec le Royaume-Uni, c'est que bon, non seulement il pourrait y avoir des compléments, parce que quand même le temps était très limité, mais surtout, maintenant, il va falloir comment tout ça est appliqué concrètement. Ça a déjà créé des difficultés, mais surtout, dans cet accord, il y a des engagements assez clairs des Britanniques, hein, de respecter les mêmes règles du jeu. À l'heure où on se parle, puisque les Britanniques étaient membres de l'Union européenne depuis 45 ans, ils appliquent nos règles à l'heure où on se parle. Mais alors, quand elles existent, il n'y a pas de règles européennes en matière sociale. Il y en a quelques-unes, mais c'est du minimum. Il n'y a pas de salaire minimum européen, etc. Il n'y en a pas vraiment non plus en matière fiscale. Mais par exemple, il y en a en matière de concurrence. Hein, les aides que, par exemple, l'État peut donner à tel ou tel secteur ou telle entreprise, qui du coup, évidemment, ça l'aide dans sa compétition avec celle des autres pays. Il y en a en matière environnementale. Il y a des normes environnementales européennes là, qui sont sophistiquées. Donc là, les Britanniques se sont engagés à respecter les mêmes règles. Mais l'accord dit, si toutefois ils divergent, à ce moment-là, ça aura des conséquences. On ne va pas les empêcher de diverger. Ils ne sont plus membres de l'Union européenne, ils ont leur souveraineté, ils peuvent diverger. Mais il va falloir surveiller tout ça. Et il y aura des comités qui se réuniront. Alors, ce n'est pas la Cour, des comités politiques, secteur par secteur, où vous en êtes. Il faudra d'ailleurs que les entreprises françaises et européennes soient attentives, parce que peut-être que d'un coup, des entreprises vont voir baisser très fortement les prix de leurs concurrents britanniques. Et ils vont se demander pourquoi. Il faudra peut-être aller voir pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas des avantages concédés par le Royaume-Uni? Et ça, c'est et les autorités britanniques. Ça, c'est un risque très sérieux, puisque au fond, le Royaume-Uni, en décidant de nous quitter, s'est rétréci. Ce que je disais, c'est pour nous, c'est une amputation. Mais ils ont rétréci. C'est-à-dire que si vous êtes maintenant un investisseur, quand vous investissiez au Royaume-Uni, vous investissiez dans un pays qui donnait accès à 513 millions de consommateurs. Ben maintenant, c'est plus que 66. Même si le reste est plus ou moins préservé. Mais ce n'est pas sûr. Et donc, est-ce qu'ils ne vont pas avoir la tentation, les Britanniques, d'attirer les investisseurs autrement, leur donnant les avantages, pas seulement fiscaux? Donc là, évidemment, pour les prochaines années, il y a une grande vigilance à avoir pour les Européens et donc cette gouvernance un peu particulière qui a été mise en place, hein, sans recours à la Cour de justice, qui va devoir être mise à l'épreuve et mise au défi. Ce n'est pas un cadeau, hein, pour simplifier, pour conclure cette deuxième partie, d'avoir à nos portes un pays aussi grand, puissant, avec des entreprises dynamiques, qui a conclu un accord qui est assez clair, mais enfin qui est en même temps sujet à interprétation, et qui en tout cas à la fois dit qu'ils vont continuer à respecter nos règles et qu'ils
il y aura des représailles s'ils ne le font plus. Ils pourront choisir de ne plus le faire, mais à ce moment-là, on mettra des droits de douane. Et puis, on mettra aussi des quotas. Sauf que voilà, tout ça va être sujet à interprétation. Et donc, voilà, ça ne va pas être une partie de plaisir pour les semestres et les années qui viennent. Alors, ça, c'était mon deuxième point. Maintenant, évidemment, quand on parle du Brexit et après, je voulais aussi évoquer l'avenir du Royaume-Uni rapidement, mais aussi de l'Europe. Parce que là, on n'est plus ensemble, même si on a trouvé un autre mode de relation, ce partenariat, cet accord de commerce et de coopération. J'allais dire, quel avenir l'un sans l'autre? Alors d'abord, pour le Royaume-Uni, quel avenir pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord? Bon, économiquement, le Royaume-Uni a déjà subi les coûts du Brexit. Et ceux qui pensent qu'un divorce comme celui-là n'a pas de coût sont des bonimenteurs. Quand on choisit de divorcer, et c'est ce qu'ont fait les Britanniques, on peut le faire pour des raisons identitaires, sentimentales. Ils ne se sentaient pas bien dans la relation avec l'Union européenne. Depuis le début, d'ailleurs. Quand ils sont rentrés en 1973, 2 ans après, ils ont fait un référendum d'appartenance. Donc, vous voyez bien, il y avait un malaise. Ils ne l'ont pas fait avant, ils l'ont fait après. Bon, là, ils ont fini par sortir. Mais ils l'ont fait pour des raisons politiques, pour résumer. Mais ça a des coûts, et ça a déjà eu des coûts, le Brexit, important, à cause de l'attentisme, la négociation, etc. Ça a des coûts. Peut-être que quand ils auront refait leur vie, dans quelques années, économiquement, mais attention que ça ne se fasse pas à notre détriment, y compris nous, parce qu'on est en première ligne, nous les Français, plus que les Grecs, qui sont à l'autre bout. Peut-être qu'ils s'en sortiront, et je crois même qu'ils s'en sortiront, en effet, parce que c'est un des pays, et quand même, c'est un membre du G7, c'est un pays qui a des ressources, et donc, voilà, ils s'en sortiront très certainement quand ils auront refait leur vie. Mais ça, c'est pour l'économie. Mais pour l'instant, ils vont continuer à subir les coûts du divorce. Alors, la question politique est plus incertaine, puisque je vous ai parlé du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je vous ai aussi dit que c'était un vote démocratique que les Européens avaient accepté avec tristesse souvent, mais voilà, Brexit, d'accord, vous partez, vous êtes parti. Mais si on détaille au moment du vote, les Écossais ont voté pour rester dans l'Union européenne à 61%, et les Irlandais du Nord, ils ont voté pour rester à 56%. Donc, ce sont des deux nations. Une nation, dans la Grande-Bretagne, il y a 3 nations, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Puis dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, et d'Irlande du Nord, vous rajoutez la nation nord-irlandaise. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux nations-là qui voulaient rester et qui sont entraînées contre leur gré dehors? Bon, il y a une première réponse qui va être donnée en Écosse, puisqu'il va y avoir des élections régionales au mois de mai. Pour l'instant, les sondages disent que les indépendantistes vont les gagner assez largement, et donc les indépendantistes écossais voudront très probablement organiser un nouveau référendum pour revenir. En tout cas, pour quitter le Royaume-Uni et ensuite revenir au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça m'étonnerait. En tout cas, on peut aller vers un scénario à la catalane, catalane vis-à-vis de l'Espagne. On pourra en reparler si vous voulez, mais en tout cas, ça crée déjà des tensions extrêmement vives au sein du Royaume-Uni. Puis de l'autre côté, l'Irlande du Nord, évidemment, elle pourrait plus facilement que les Écossais rentrer dans l'Union européenne à nouveau. Il suffirait, entre guillemets, qu'elle se réunifie avec l'Irlande. Ce serait le modèle allemand. Vous voyez, quand l'Allemagne de l'Est s'est réunifiée avec l'Allemagne de l'Ouest, eh bien, évidemment, ipso facto, il n'y a pas eu un membre de plus, il y a eu un membre, l'Allemagne, qui est devenu un peu plus gros. Donc, est-ce que c'est ça qui va se passer? Bon, c'était assez court, 56, mais bon, en tout cas, ça va là aussi, et ça crée déjà des tensions d'autant plus vives qu'il y a cette histoire de frontière qui ne doit pas exister entre les deux Irlandes, sauf que à un moment, il faut bien contrôler les biens qui viennent du Royaume-Uni à chez nous. S'ils passent en Irlande du Nord sans contrôle et d'Irlande du Nord à Irlande du Sud sans contrôle non plus, il faut bien qu'il y ait un contrôle quelque part. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une
une bombe à retardement pour les Européens et pour les Britanniques. Alors maintenant, dernière chose, sur l'avenir, notre avenir à nous sans le Royaume-Uni. Bon, maintenant, ils sont là à côté. On va les considérer comme on considère la Turquie, quand on considère la Russie, l'Ukraine, le Royaume-Uni. C'est un pays très important, voisin. Voilà. Bon, évidemment, le Royaume-Uni, en plus, est dans l'OTAN, comme la Turquie. Ce n'est pas le cas de la Russie ou de l'Ukraine. Bon, il va falloir, en tout cas, la sortie du Royaume-Uni, ça donne un peu plus de consistance au voisinage immédiat. Quand on parle de la construction européenne, on dit souvent qu'il y a plusieurs cercles. Le premier cercle, c'est le cercle le plus intégré, c'est ceux qui sont membres de la zone euro et de l'espace Schengen. Le deuxième cercle, c'est l'UE 27, le marché unique, le grand marché unique, l'Europe élargie. Et le troisième, pour l'instant, il y avait la Norvège, Liechtenstein, Islande, avec en plus la Suisse, la Turquie, mais maintenant il y a le Royaume-Uni. Donc ça va donner une consistance très importante à ce troisième cercle de l'intégration européenne. Mais ce que ça va aussi avoir pour effet sur la construction européenne, c'est de donner une consistance bien plus grande au premier cercle. Le premier cercle, c'est celui de la zone euro. La zone euro, avant le Brexit, elle regroupait 2 tiers des habitants de l'Union européenne, 2 tiers, 66%. Maintenant, c'est 3 quarts, 76%, 3 quarts. En gros, le gros morceau qui manque encore, c'est la Pologne. Quand même, plus de 3 quarts des habitants de l'Union européenne sont dans la zone euro. Et puis, quand on regarde la richesse, 86% du PIB européen est dans la zone euro. Avant, c'était 13 de moins. Donc là, ça rend cette zone euro effectivement encore plus centrale pour l'intégration européenne, même s'il ne faut pas négliger le deuxième cercle, c'est-à-dire le grand marché qui inclut notamment la Pologne. Maintenant, au-delà de cette géographie, qu'est-ce que ça peut changer pour l'Europe, le départ du Royaume-Uni? Alors, je vous disais tout à l'heure que c'était une amputation. C'est un affaiblissement quand même quand on regarde la carte. Mais si on veut être positif, on peut se dire que ça aura des côtés salutaires. Vous savez, quand on voit ça dans les westerns ou dans les films de guerre, quand il y a un membre est gangréné, on ampute, justement. Mais pour sauver l'organisme, on ampute, on coupe. Et donc ça, c'est la théorie optimiste du Brexit, qui consiste à dire, ou l'interprétation, pardon, pas la théorie, qui consiste à dire, après tout, les Britanniques, ils étaient trop libéraux, donc ça fera des libéraux en moins, l'Europe sera moins libérale, ils étaient trop atlantistes aussi, trop pro-américains, ils étaient trop souverainistes aussi, ils venaient toujours nous embêter sur des détails, les compétences, ils freinaient l'intégration européenne, ils freinaient en matière de défense. Sans eux, est-ce qu'il y aurait eu le plan de relance aussi? Ce n'était pas très solidaire, ils ne voulaient pas payer au budget, en tout cas pas tout. Et c'est vrai, là, on peut se le dire, je pense que le plan de relance, c'est vraiment une illustration. Est-ce qu'il y aurait eu le plan de relance avec les Britanniques? Ce n'est pas sûr, pas sûr. Est-ce qu'il y aurait eu le Fonds européen pour la défense sans les Britanniques? Ce n'est pas sûr non plus. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir cette interprétation-là. Après, on verra aussi là au fil du temps que, en même temps, les Britanniques portaient au sein de l'Union européenne l'idée d'une Europe un peu plus géopolitique, un peu plus dure avec la Russie, par exemple. Ce n'est pas forcément le cas des Allemands ou de certains autres pays. Si après vous détaillez sujet par sujet, les Britanniques portaient l'énergie nucléaire, ils ne sont plus là. Les Allemands sont sortis du nucléaire, donc la France est un peu plus seule sur ces sujets. Il faut regarder, j'allais dire, sujet par sujet, et puis en fonction de ses opinions, bien sûr, parce qu'on peut être atlantiste ou pas atlantiste, on peut être pour le libéralisme ou pas le libéralisme, le nucléaire ou pas le nucléaire. Évidemment, quand vous retirez un aussi grand membre, ça a des conséquences politique par politique sur les choix de l'Union européenne. Et après, peut-être une dernière chose, puisque j'ai parlé d'un État membre, pour conclure, une dernière chose sur les autres pays qui restent. Et évidemment, l'impact que ça peut avoir, notamment sur le poids de la France et de l'Allemagne. Parce que je disais au départ, c'était un peu un ménage à trois. On parle souvent du couple franco-allemand, mais on est romantique.
Les Britanniques, eux, ils parlent du moteur franco-allemand, oui, c'est plus concret, c'est plus mécanique. Ce qui est sûr avec le Brexit, c'est que la France et l'Allemagne, maintenant, ont un poids démographique plus important. L'Allemagne, c'est 18,5% à 27, de l'Europe à 27. La France, c'est 15%. Donc, vous voyez, à eux deux, 18 et 15, 33%. Un tiers. Donc, la France et l'Allemagne, c'est un tiers de l'Europe à 27. Et puis, en termes de PIB, l'Allemagne, c'est 24, presque 25. La France, c'est 17. Donc, à eux deux, c'est 42%. Donc, c'est encore plus important qu'avant, le couple franco-allemand, le moteur franco-allemand au sein de l'Europe à 27. Et pas seulement pour des raisons chiffrées. C'est aussi parce que la France et l'Allemagne, ça reste le couple diplomatique qui peut vraiment faire un pont en Europe entre les différents bouts. Parce que si je veux parler des héritiers des Britanniques, les Néerlandais en particulier, ils ont formé autour d'eux ce qu'on appelle la Nouvelle Ligue, enfin ce qu'ils appellent la Nouvelle Ligue hanséatique. Ça fait référence à l'Europe du Nord. C'était les villes qui étaient liées dans la Hanse et qui négociaient au XIVe siècle et ainsi de suite. Ça, c'est l'Europe libérale, atlantiste, plutôt du nord de l'Europe. Donc, les Britanniques ont un héritier qui a repris le flambeau, les Pays-Bas avec tous ses alliés. Vous avez aussi les pays du sud de l'Europe. La France fait partie maintenant de réunions de ce qu'on appelle le Med7, en oubliant que les Portugais ne sont pas sur la Méditerranée, mais en tout cas, voilà, les pays du sud. Vous avez les pays d'Europe centrale, ce qu'on appelle les pays du groupe de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie. Donc, il y a des groupes de pays, des sensibilités. Mais le seul duo qui fait le pont, c'est vraiment la France et l'Allemagne. Donc, la sortie du Royaume-Uni, ça aura cet effet-là, et on l'a déjà vu, notamment au moment du plan de relance, c'est de mettre encore plus au cœur des débats et de l'avenir de la construction européenne, la France et l'Allemagne. Alors, pour faire quoi? Ça sera le mot de la fin. Pour gérer, j'allais dire, nos nombreuses crises de copropriétaires, parce que les Britanniques, ils ont quitté la copropriété. Je crois que tous les autres pays vont y rester dans la copropriété et que de ce point de vue-là, le Brexit est un contre-exemple. C'est un contre-exemple parce que tout le monde a bien vu toutes les difficultés que ça posait, vraiment, si c'était si simple. Alors, ce n'est pas une prison, l'Union européenne, on a le droit de partir. Mais enfin, tout le monde a vu que c'était très compliqué de dénouer les liens, simplement parce qu'on est interdépendants. Voilà, on est interdépendants économiquement, humainement, juridiquement. Bon. Et puis, d'autre part, je pense que les Britanniques ont peut-être pu le faire parce qu'ils étaient les Britanniques. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'autres pays de l'Union européenne qui peuvent se dire qu'ils auraient pu ou ils pourraient affronter une telle épreuve, un tel chemin de croix, parce qu'ils n'ont pas simplement la taille, la puissance, le budget, la richesse du Royaume-Uni. Donc, je ne crois pas que les gens d'autres pays sortiront. Il ne faut pas confondre l'europhobie. L'europhobie, c'est détester tellement l'Union européenne qu'on la quitte, et l'euroscepticisme ou les euroscepticismes. L'euroscepticisme, c'est être critique. Et il y a beaucoup d'euroscepticisme partout en Europe. Il y en a en France, évidemment. Mais ce n'est pas l'europhobie, ce n'est pas la même chose. Du coup, s'il y a de l'euroscepticisme, il y a aussi un peu d'europhilie, il n'y a pas que de l'euroscepticisme, enfin, il y a beaucoup d'euroscepticisme. Ça veut dire on reste, mais on se querelle. Et donc, c'est ça que moi j'appelle les crises de copropriétaires. On a vu la crise de copropriétaires sur la gestion de la zone euro, sur le budget, la crise de copropriétaires au moment des réfugiés. On a des crises de copropriétaires sur l'état de droit. Voilà. Donc, c'est ça maintenant le destin des Européens sur les Britanniques, essayer d'affronter ces crises de copropriétaires. Et si vous permettez un mot de la fin, peut-être aussi en arrêtant de se tourner vers nos querelles intestines et en regardant le monde. Parce que voilà, l'effet du Brexit, c'est qu'aussi on est plus qu'un peu moins de 6% de la population mondiale maintenant. Voilà, et que bon, il y a les États-Unis, la Chine, voilà, le réchauffement climatique, beaucoup de défis internationaux face auxquels l'Union fait la force. Et c'était d'ailleurs le slogan de campagne de David Cameron. On est plus fort ensemble, stronger together. Ça sera mon mot de la fin et maintenant je serai heureux d'échanger évidemment sur tel ou tel des sujets que j'ai abordés avec vous. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une main levée.
Est-ce que je peux parler? Oui, oui, oui. Voilà. Ma question, c'était le problème de l'Écosse ou de la partie espagnole qui voudrait partir, ou même la Corse qui est très attentive à tout ce qui se passe pour ces régions qui se détacheraient enfin, de leur pays d'origine. Je voulais avoir votre position là-dessus. Oui, d'accord. Ben, écoutez, j'ai été un peu rapide, mais merci de me donner cette occasion de détailler. Alors, j'avais regardé à l'époque de Catalogne déjà ces sujets-là. Vous avez raison de mentionner la Corse. Vous pouvez ajouter la Flandre en Belgique, Oui, et oui. ainsi que tous les territoires qui sont au sein d'un État membre de l'Union européenne, avec souvent une identité forte, et qui pourraient être tentés de faire sécession en droit, c'est comme ça qu'on appelle, hein, de prendre leur indépendance. Alors déjà, ça c'est un problème interne, on l'a vu, la Catalogne avec l'Espagne. Est-ce que, et c'est vrai de l'Écosse, je prends votre question, est-ce que le pouvoir central autorise ou pas le référendum d'indépendance? Oui, nous par exemple en France, on a le cas de la Nouvelle-Calédonie. On autorise des référendums d'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est de la Grande-Bretagne, il y a quelques années, ils ont autorisé le référendum d'indépendance en Écosse. Et les indépendantistes ont perdu. La question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que Boris Johnson va accepter d'organiser ce référendum d'indépendance en Écosse? Il a toujours dit non. Il faut attendre les élections régionales du printemps, là, en Écosse. Si les indépendantistes les gagnent haut la main, ils vont redemander un référendum d'indépendance. Est-ce qu'ils vont l'obtenir? Regardez d'ailleurs ce qui s'est passé en Catalogne récemment. Là, les indépendantistes sont majoritaires, ils vont redemander. Est-ce qu'ils vont l'obtenir? Et là, de deux choses l'une. Soit, non, ils ne l'obtiennent pas. Boris Johnson ne veut pas en entendre parler. Et à ce moment-là, on entre dans le scénario catalan, effectivement. C'est-à-dire un référendum qui est jugé illégal, une guerre intestine, une guerre, c'est un grand mot, mais en tout cas des tensions. Il y a eu quand même des violences importantes en Catalogne. Est-ce que c'est ça qui se passerait en Écosse? Je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais c'est quand même une option, un scénario à ne pas négliger. Mais prenons l'autre scénario. L'autre option, c'est que oui, d'accord, Boris Johnson, d'ailleurs, allez-y, faites votre référendum d'indépendance. Ouais, je ferai campagne, on va faire campagne. Bon, on donnera des concessions aux Écossais. On leur essaiera de leur montrer que c'est quand même mieux qu'ils restent dans le Royaume-Uni, qui jusqu'ici a un accord de commerce et de coopération avec l'Union européenne qui maintient quand même des liens assez ouverts. Bon, mais admettons qu'ils disent OK. Et admettons que l'Écosse gagne. Alors, maintenant, ils gagnent, ça veut dire qu'ils sortent du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans l'Union européenne? Non. Il faut qu'ils fassent une demande d'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que, face à cette demande d'adhésion, il y aurait un problème juridique pour les faire entrer chez nous? Aucun problème juridique, quasiment. Puisqu'à l'heure où on se parle, les Écossais, comme depuis 45 ans, appliquent toutes les normes européennes, toutes. Donc, il n'y a aucun problème juridique. Où serait le problème? Ce serait un problème politique, et madame, c'était très bien énoncé dans votre question. C'est l'effet d'entraînement que ça aurait pour les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, si les Écossais gagnaient leur référendum d'indépendance et posaient leur candidature à l'Union européenne, il faut l'unanimité des membres pour dire d'accord, vous rentrez. Est-ce que l'Espagne serait d'accord pour commencer les négociations d'adhésion avec l'Écosse? J'en doute. Je ne veux pas dire que je suis d'accord avec l'Espagne, hein, mais j'en doute. Est-ce que la Belgique serait d'accord? Est-ce que même la France, vous avez cité la Corse, serait d'accord? Oui, il y a plusieurs pays européens qui n'ont pas ratifié, qui n'ont jamais reconnu, pardon, l'indépendance du Kosovo. Alors l'Espagne n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo. La Belgique non plus. La Grèce, tenez, la Grèce non plus, parce que la Grèce, il y a la question de Chypre du Nord, Chypre du Sud, Chypre du Nord. Donc je crains que les Écossais soient un peu prisonniers, d'abord de la Grande-Bretagne, mais même s'ils arrivaient à en sortir,
d'une situation où ils resteraient dans les limbes et où ils n'arriveraient pas à nous rejoindre. Et c'est là où c'est très différent de l'Irlande du Nord. Parce que l'Irlande du Nord, il y a une situation très simple, un scénario très simple, c'est la réunification. Vous vous réunifiez avec l'Irlande, vous êtes directement dans l'Union européenne. Et donc, autant, peut-être un mot de la fin, autant il n'y a pas eu d'effet domino du Brexit, parce qu'au début, on nous disait, ça y est, les Britanniques vont sortir, tout le monde va s'engouffrer. Mais non, c'était une erreur d'analyse. D'ailleurs, on confondait l'europhobie et l'euroscepticisme. Les Hongrois et les Polonais, ils n'ont pas du tout envie de sortir de l'Union européenne, pas du tout, du tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont turbulents à l'intérieur. Hein. Oui, c'est pas des partenaires faciles, mais ils ne vont pas sortir. Et bien là, en revanche, si les Écossais arrivaient à sortir du Royaume-Uni et à rentrer dans l'Union européenne, ensuite, il y aurait le risque d'un effet domino que beaucoup de capitales vont vouloir éviter. Merci, c'était ma question. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Alors, j'en profite pour boire. Je viens d'attribuer la parole à Jacques de Cunière. Voilà, s'il veut poser sa question. Oui, je vais vous laisser finir de voir. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question concerne les coopérations que nous avons établies dans nos zones rurales depuis très longue date avec beaucoup de territoires britanniques. Je parle au nord de l'Écosse, je pense même en Angleterre, Pays de Galles, etc. Et en fait, vous n'avez pas mentionné les possibilités qu'on aurait peut-être d'avoir quand même des coopérations avec certains territoires ruraux avec lesquels nous entretenons donc ces relations de longue date. Voilà, je voulais savoir si dans les accords du Brexit, il était prévu quand même qu'il y ait, sinon, c'est pas comme un Erasmus, mais au moins une continuation de ces relations, un petit peu comme on le ferait, par exemple, dans le cadre d'un Conseil de l'Europe ou dans le cadre d'un appel à projet, un petit peu en reprenant ce qu'on a fait avec la coopération leader, même s'il n'y a pas de fonds, de transfert de fonds structurels. Est-ce qu'il y a eu donc dans les accords du Brexit une intention de prolonger cette coopération et ces relations interterritoriales? Alors, merci pour cette question. Je n'avais effectivement pas abordé ce sujet-là, même si, quand vous évoquez les programmes communautaires, vous avez cité Leader, c'était le développement rural, on avait parlé aussi d'Erasmus, programme recherche, on est allé un peu dans cette direction-là. Il y a plusieurs façons d'encourager les liens entre territoires de l'Union européenne. Là, j'avais un prisme communautaire, si je puis dire, UE. Mais c'est vrai que, avant d'évoquer les autres façons que celles qui nous sont offertes par l'Union européenne, celle-ci était quand même relativement abondante parce que jugez qu'au niveau européen, beaucoup de programmes, l'essentiel d'ailleurs des programmes européens, c'est vrai pour Erasmus par définition puisque c'est de la mobilité, mais c'est vrai aussi pour la recherche, c'est vrai aussi pour toute l'innovation, beaucoup de fonds européens sont donnés à condition qu'on fasse des partenariats entre plusieurs pays. C'est la condition. Pour justement qu'on réfléchisse à plusieurs, qu'on agisse à plusieurs. Et donc, là, de fait, les Britanniques sont exclus de tout ça. Alors, il faut bien regarder le programme de recherche qu'on appelle Horizon, parce que quand vous lisez l'accord, il est indiqué qu'ils pourront quand même, au cas par cas, participer à certains programmes, dans certains secteurs. Donc, ce n'est pas perdu sur ça. Mais par exemple, le programme Leader, à ma connaissance, ils n'en font plus partie. Vous savez, les Britanniques, tout ce qui est PAC, développement rural, déjà, leur premier réflexe, ça a été qu'ils ne voulaient pas payer tout ça parce que ça coûtait trop cher. Bon. Donc là, ils ne sont pas restés là-dedans. Erasmus, ils ont décidé d'en sortir. Donc ça va quand même couper beaucoup de choses. Les programmes citoyens qui subventionnent les jumelages, tout ça, ils n'y sont plus. C'est fini. Europe pour les citoyens, Europe créative, ils ont décidé de se retirer. Il va y avoir d'ailleurs, là je ne parle pas seulement des programmes, mais je parle au moment de la libre circulation. Alors là encore, hein, on est en plein Covid, il y a moins de festivals et de spectacles, mais il faut quand même se rendre compte que
Avant, bah, les acteurs, les musiciens britanniques qui voulaient venir faire un spectacle en France, ils prenaient l'Eurostar et c'était réglé, ou l'avion. Maintenant, il va falloir qu'ils aient des autorisations, des papiers, comme s'ils étaient mexicains, hein. Donc, ça va quand même avoir des vraies conséquences, même si on ne les voit pas toutes. Alors maintenant, monsieur, pour rester sur votre question, l'Union européenne, c'est un des vecteurs d'encouragement et même d'encouragement financier, hein, de ces coopérations-là, mais heureusement, ce n'est pas le seul. Vous avez cité le Conseil de l'Europe. Bon, bah, le Royaume-Uni est toujours membre du Conseil de l'Europe. Il y a aussi des programmes du Conseil de l'Europe, y compris financiers, les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, toute une série d'initiatives en matière audiovisuelle aussi, Eurimage, enfin, il y a plein de choses. Et les Britanniques restent. Vous savez, il y a une pression britannique pour quitter la Cour européenne des droits de l'homme. C'est bizarre, hein, ça aussi. C'est quand même le pays qui a inventé quasiment les droits de l'homme au XIIIe siècle. Mais bon, pour l'instant, ils ne sont pas sortis du Conseil de l'Europe. Et puis, il y a évidemment tout ce qui peut être fait en bilatéral. Parce que les États membres, en bilatéral, c'est-à-dire en franco-britannique, il y a des ambassades. Bien sûr que là, les États sont en train de regarder comment ils pourraient maintenir certains programmes ou même en créer de nouveaux pour encourager les échanges que vous évoquez. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle aussi, je descends d'un cran, la coopération décentralisée. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette expression. La coopération décentralisée, c'est ce que font les régions, les départements, parfois même les mairies. Alors, ça s'appliquait d'ailleurs beaucoup à l'extérieur de l'Union européenne, hein. Vous pensez à l'Afrique ou des actions de coopération, d'échange. Bon. Ben voilà, mais maintenant, il faut considérer les Britanniques comme si c'était, j'allais dire, l'Algérie ou un autre pays plus loin, quoi. Ils ne sont plus dans l'Union européenne. Donc, sur ce biais-là, avec les collectivités locales, il y aura certainement des initiatives et des soutiens financiers qui viseront à compenser, ce qui est quand même quelque chose qu'il faut affronter en face, c'est-à-dire la baisse des subventions européennes qui résulte du divorce, hein. Le divorce, on ne l'a pas souhaité, nous, hein, mais c'est comme dans les divorces, hein. Même celui qui ne veut pas divorcer, il assume les coûts, les conséquences du divorce. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, nous, les Français, on en subira quelques conséquences. Et j'espère, vous, le moins possible, et surtout que ça sera compensé par d'autres mécanismes. Ok, merci. Merci bien. Alors, je vais donner la parole à Marc Chabot. J'active votre micro. Alors, vous avez le micro toujours coupé, Monsieur Chabot. Voilà, impeccable. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question sur les deux Irlandes. Vous l'avez un petit peu abordé. Vous avez dit qu'effectivement, il y avait une solution institutionnelle qui était le simple fait que l'Irlande se réunisse et qu'à ce moment-là, elle fasse un seul pays et le problème était résolu du point de vue de l'appartenance à l'UE. Il n'empêche que l'Irlande du Nord, la majorité des habitants de l'Irlande du Nord ne sont pas favorables à cette réunion. Donc, elle n'est pas, en tout cas, dans un avenir proche envisageable. Et donc, le problème de la frontière reste ce qu'il était auparavant. Donc, en ce moment, on assiste à un transit des marchandises à travers la frontière des deux Irlandes sans contrôle. Il y a de très fortes chances qu'à un moment ou à un autre, on arrête cette façon de faire. On voit qu'il y a des camions ne vont plus directement en Angleterre, ils passent par l'Irlande pour rentrer au Royaume-Uni. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a une solution quelconque, à part cette réunification hypothétique, de résoudre ce problème de la frontière qui a été quand même, pendant tout le long des négociations, toujours là en suspens et jamais résolu. Et donc, on est finalement abouti à un accord de dernière minute dans laquelle c'est ni tu ni vous. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a une solution possible politique à ce problème-là? Voilà, ni tu ni vous, c'est un excellent résumé, je trouve, de la situation. Bon, si on raisonne du point de vue opérationnel, parce que repartons du problème tel qu'il se pose, hein. Le Royaume-Uni a une situation particulière, c'est-à-dire qu'il a repris sa liberté commerciale, il va faire des grands accords commerciaux avec le monde entier. En tout cas, nous disait-on, pour l'instant, il n'y en a pas des masses, mais admettons, prenons l'accord qui va être conclu entre le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Bon, admettons que dedans, il y ait, et les Royaumes-Unis ont le droit de faire ça, l'accès du bœuf aux hormones et du poulet chloré américain.
bon, le bœuf aux hormones arrive au Royaume-Uni et les poulets chlorés aussi. Les Britanniques vont nous dire, oui, mais ça, c'est pour notre consommation personnelle. Hein, c'est entre nous et le Royaume-Uni. Vous n'allez quand même pas nous dicter la loi. On fait ce qu'on veut avec le reste du monde. D'accord. Mais après, qu'est-ce qui va nous prouver que le poulet, il ne reprend pas la route pour rentrer chez nous? Alors, si c'est chez nous, à Douvres, à Calais, il y aura des contrôles. Alors, il n'y aura pas des contrôles toute la journée, tous les matins, mais il y aura des contrôles ciblés. Mais l'histoire de l'Irlande et l'arrangement qui est sur l'Irlande, il est plus compliqué. C'est très, très, très ambivalent. Où sont les contrôles? Puisque les Britanniques sont partis du principe qu'ils voulaient sortir de l'union douanière, ils auraient pu y rester. Encore une fois, c'est ce que Theresa May avait proposé. Ils sortent de l'union douanière. Il faut donc des contrôles. Puisqu'ils ont accepté l'idée, défendue aussi par les Irlandais et les Européens, qu'il ne faut absolument pas de contrôle entre les deux Irlandes, alors les contrôles, ils doivent se faire entre le Royaume-Uni, enfin entre la Grande-Bretagne, pardon, et l'Irlande du Nord, c'est-à-dire en mer d'Irlande. Alors après, les contrôles intelligents, ils peuvent se faire au départ d'un camion, on n'est pas obligé de le contrôler en mer, hein. Ils peuvent se faire, voilà, il y a des puces, enfin, il y a des choses qui peuvent être faites. L'accord, pour l'instant, c'est ça. En même temps, c'est très discuté, parce que les Britanniques disent, et les Irlandais du Nord, mais enfin, comment nous faisons partie du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, il n'est pas question de mettre des contrôles à l'intérieur de ça. Et bien donc, on les met où les contrôles? À ce moment-là, on les mettra entre l'Irlande du Sud et la France, ou l'Irlande du Sud et le reste de l'Europe. Donc, il y a la localisation des contrôles. Et puis surtout, il y a le qui contrôle. Qui contrôle? Parce que, soyons clairs, si ce sont les Britanniques qui contrôlent entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, quelle est la confiance qu'on peut leur accorder? Et d'ailleurs, quel est leur intérêt de contrôler? Quel est leur intérêt de se mettre à eux-mêmes des bâtons dans les roues? Et je dirais de manière plus prudente, les Irlandais qui sont membres de l'Union européenne, quel est leur intérêt de mettre des bâtons dans les roues entre les deux Irlandes? Donc il y a un vrai gros problème de confiance là. Et donc il y aura peut-être, si je vous suis monsieur, si les Irlandais du Nord ne veulent pas de la réunification, très bien, on restera dans la situation actuelle, mais qui est une situation, ouais, ni tu ni vous, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire l'Irlande du Nord est à la fois, c'est prêt, et tu et vous d'ailleurs, c'est même pas ni tu ni vous, c'est et tu et vous. C'est-à-dire qu'elle est à la fois dans le Royaume-Uni et elle est aussi, de fait, dans le marché intérieur et dans l'union douanière européenne. Ah ben, oui, mais ça, normalement, ce n'est pas possible. C'est ce que je disais tout au début. Le problème, c'est qu'on n'a pas voulu séparer des Siamois. C'est exactement ça, c'est les Siamois. On s'est dit, si jamais on les sépare, on va les tuer. Ou en tout cas, on va tuer la paix, plus prosaïquement. Donc voilà, on aura cette situation qui est une situation où l'Irlande du Nord est un cheval de Troie. Voilà. Ouais. Et où, en plus, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance dans la Grande-Bretagne. Et encore une fois, au-delà même de la confiance, c'est une question d'intérêt. Quel est l'intérêt des douaniers britanniques d'aller faire des contrôles approfondis en mer d'Irlande, franchement? Quel est leur intérêt? Je partage votre analyse complètement. Donc, on va au-delà de grands problèmes. Voilà, de grands problèmes. Ouais. Et il faut souhaiter que donc les Britanniques feront très attention. Mais après, ce n'est pas Boris Johnson, hein, c'est ceux qui vont importer du poulet chloré et qui vont essayer de le réexporter. Ce n'est pas la faute à Boris Johnson, hein, ce n'est pas lui qui va faire ça. Bien sûr. Mais c'est des acteurs économiques qui vont faire ça. Et bon, du coup, il y aura beaucoup de contrôles. Et nous, les Français, on fera plein de contrôles, mais tout ça, ce sera des coûts, hein, parce que ceux qui font les contrôles, c'est des douaniers qui sont payés par nous pour faire ça. Et pendant qu'ils font ça, ils ne font pas autre chose. Et puis surtout, quand tu fais un contrôle, vous pouvez faire une file de camions. Et la file de camions, dedans, il y aura des gens qui n'auront rien à se reprocher. Mais voilà, ça va être le bazar. Il y aura des denrées périssables qui… Absolument. Exactement. Ouais. Alors, même si on nous parle beaucoup de frontières intelligentes, de puces, voilà, que quand les camions vont arriver, on saura très bien qu'on a quand même fait des progrès par rapport à l'époque de la ligne Maginot. Donc, on peut quand même mettre des camions qui vont par là parce qu'on sait qu'ils ont déjà été contrôlés, que d'ailleurs, ils ne viennent pas d'Irlande du Nord, mais ils viennent d'Irlande tout court. Donc, s'il y a un ferry qui débarque d'Irlande, on saura. Mais enfin, après, qu'est-ce qui se passe la nuit à la frontière entre les deux Irlandes, surtout qu'elle n'est pas contrôlée?
Oui, et puis c'est vrai que quand on regarde le trafic des camions qui partent du Havre en ce moment, qui transitent directement sur l'Irlande, Ouais. le port du Havre a été multiplié par 4 dans son trafic de camions, donc ça va grossir et empirer, c'est évident. Donc à un moment ou à un autre, il y aura une volonté de l'arrêter. Oui, bah, et puis en tout cas de contrôler, effectivement. Et Bien sûr. Merci en tout cas. Je vous en prie, merci pour la question. Alors, je vais passer à Claude et Régis Massé. Je vais vous donner la parole. Alors, oui, d'accord. Voilà. Bonjour. Donc, c'est une question, c'est un constat, hein, puis une question derrière. La RCEP, en fait, le partenariat Asie-Océanie, le partenariat économique qui a été signé le 15 novembre dernier, s'appliquant à 30% de la population mondiale et représentant 30% du PIB mondial, sachant que le marché commun de l'Union européenne pèse 15% du PIB mondial pour 6% de la population mondiale. Donc, ça nous situe un petit peu. Donc, on est encore fragilisé par la sortie de la Grande-Bretagne, hein, comme vous l'avez affirmé tout à l'heure, hein, avec les chiffres en main. Quel accord commercial pourrait envisager l'Union européenne pour ne pas être marginalisée, parce que c'est le gros risque. Et on sait aussi que le Royaume-Uni a signé un accord avec le Japon qui lui permet d'avoir accès à la RCEP, également aussi peut-être au Transpacifique, à l'accord Transpacifique. Donc c'est très malin. Est-ce que vous pouvez me répondre un petit peu sur cette conjoncture, m'éclaircir cette conjoncture ou conjonction, je ne sais pas comment dire. Ben, je veux bien essayer, mais je vous ferai remarquer au départ que nous parlons d'un pays, la France, qui est l'un des plus rétifs à tout accord commercial nouveau entre l'Union européenne et quelques parties du monde que ce soit. Donc, en effet, les Britanniques qui ont reconquis leur liberté commerciale, douanière, sur l'ère de Global Britain, hein, voilà, on va reprendre notre vie, ont plus de liberté, d'autonomie juridique et politique. Alors, juste une petite parenthèse politique. Moi, personnellement, je doute très fortement que les Britanniques qui ont voté pour sortir de l'Union européenne rêvent du libéralisme mondial, hein, franchement. Il y avait beaucoup de Britanniques qui ont voté pour sortir de l'Union européenne, qui voulaient plus de Polonais et de Bulgares, et ils ne veulent pas plus de Chinois et d'Australiens. Hein. Bon, je le dis au passage. Hein. Bon. Donc, ceux qui, avec 51,9% des votants, ont interprété ce vote comme « youpi, on va faire de la libéralisation commerciale au niveau mondial », je ne sais pas jusqu'où ils pourront aller, parce qu'à un moment donné, peut-être que certains de leurs électeurs vont leur rappeler que ce n'était pas tout à fait ce qu'ils souhaitaient. Mais pour l'instant, ils essayent. Alors, sur le Japon, l'accord est assez proche de celui qui a été traduit de l'accord Japon-Union européenne. Ils ont ajouté une toute autre petite chose. Jusqu'ici, les Britanniques ils concluent des accords très proches de ceux qu'avait l'Union européenne. Bon. Maintenant, effectivement, vous le dites, ça leur donne accès à cette zone qui est une zone très prospère, en croissance démographique et économique. Et comment nous, on peut s'y rattacher? Regardez, vous avez cité le timing. Ce n'est pas tout à fait un hasard non plus que dans cette période, juste après, il y a eu un accord d'investissement entre l'UE et la Chine. Bon. Juste avant de prendre, là, vous voyez, je voyais passer un message qui disait que Stéphane Séjourné, alors Stéphane Séjourné, ce n'est pas une star mondiale, il n'est pas très connu, mais c'est le conseiller politique d'Emmanuel Macron. Et il est chef de la délégation des élus En Marche au Parlement européen. Il a dit qu'il ne ratifierait pas l'accord UE-Chine en l'état. Oui, même lui dit ça. Donc, je vous dis, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, les Européens? Essayer d'avoir des accords d'accès à cette zone-là. Mais faut-il pour ça avoir l'appui des 27 pays et notamment des pays influents? Et je vous ai parlé de l'Allemagne et de la France en particulier. La France est un pays qui est devenu très rétif. Bon.
Je pourrais prendre un autre exemple. Regardez, là, on est sous la présidence portugaise. Les Portugais sont sensibles à ce qui se passe là-bas. Les Portugais ont eu, ça a été une grande puissance coloniale, ils ont eu Macao, ils ont eu Goa en Inde, voilà, Macao en Chine. Voilà. En attendant, les Portugais, ils veulent faire avancer l'accord UE-Mercosur. L'accord UE-Mercosur, il n'avancera pas parce que la France, notamment, le bloquera. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a un pays qui est sceptique sur les accords commerciaux, et je pense à un président qui, lui, ne l'est pas forcément, mais qui est trop faible politiquement pour faire passer des choses comme ça, un an avant la présidentielle, on ne pourra pas faire grand-chose. On verra ça se faire. Voilà. Alors après, peut-être une dernière question, une dernière remarque un peu plus positive. Après, ce que peuvent quand même faire les Européens, c'est entre la Chine et les États-Unis, voilà, jouer un rôle. Parce que l'accord dont vous parlez, il a été fait autour du Japon, de la Chine. Sauf erreur de ma part, je ne suis pas sûr que les Américains ne sont pas dedans. Hein. Non, non, ils ne sont pas. Donc, c'est aussi pour créer un troisième pôle. Et nous, les Européens, encore une fois, pour autant qu'on puisse donner des avantages et des inconvénients, faire des concessions, on pourra certainement jouer notre partie. Mais encore une fois, pour pouvoir la jouer, il faut être capable de conclure des accords qui font des gagnants et des perdants. Hein. Parce que regardez, UE-Mercosur, ça ferait des gagnants et des perdants. Hein. Bien sûr. Et souvent, les perdants vont s'y faire, ils ont raison, hein, ils ne vont pas se laisser faire. Et les gagnants, laissent tomber. Quoi. Bon, voilà, on verra à cette aune-là comment les choses évolueront. Mais en tout cas, vous avez fait un très bon diagnostic. C'est vraiment l'un des grands défis commerciaux et un peu géopolitiques des Européens dans les années qui viennent. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que l'Inde a hésité à rejoindre cet accord de RCEP et pour le moment, donc, est dans l'expectative. Donc, c'est peut-être une carte à jouer, un continent à gagner. Je ne sais pas, ça ne représente peut-être pas suffisamment, mais c'est quand même des gens qui cherchent leur destin un petit peu actuellement. C'est sûr. Voilà, en tout cas, merci pour vos éclaircissements. Je vous remercie pour vos questions. Alors, je vais passer à une des dernières questions, sûrement des mains levées. Après, on va passer à une question du chat. Alors, je vais réactiver le micro de Monsieur Darbon. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de ce qui allait pouvoir changer à l'avenir, ce que le Brexit pouvait amener à l'avenir. Est-ce que ce pourrait être un événement qui facilitera l'orientation de l'Union européenne vers un fédéralisme? Alors, plutôt oui, même s'il faut s'entendre sur ce qui pourrait arriver. D'abord, moi, ce que je rappelle souvent, c'est que l'Europe est déjà en partie, seulement en partie, mais elle est déjà en partie fédérale. Bon, typiquement, la monnaie unique, la zone euro, la Banque centrale européenne, c'est une grande institution fédérale. C'est d'ailleurs pour ça que les Britanniques ne voulaient pas faire partie de l'euro. La politique monétaire, c'est une politique fédérale. Eux, ils voulaient garder leur politique monétaire, leur monnaie. La politique commerciale, on vient de parler du RCEP, etc., c'est une compétence fédérale. C'est fait au niveau européen. Donc, il y a déjà des éléments de fédéralisme. La politique de concurrence aussi. Concurrence qui permet d'ailleurs à l'Europe de tenir tête aux États-Unis ou à d'autres. C'est une politique fédérale. Donc, il y a déjà des éléments de fédéralisme en Europe. Il y a eu d'ailleurs, même dans la dernière période, et c'est souvent sans les Britanniques, des avancées fédérales. Donc là, j'ai cité deux choses tout à l'heure. Je parlais du plan de relance. Le plan de relance, c'est un grand emprunt pour subventionner des pays en difficulté. C'est une avancée fédérale. Ce n'est pas vrai que c'est la première fois qu'on emprunte ensemble. Ce n'est pas vrai. On a déjà emprunté ensemble. Mais on n'avait pas emprunté autant. Mais souvenez-vous, au moment de la crise grecque et irlandaise, on a emprunté ensemble. On a créé un mécanisme, qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité. On a levé des centaines de milliards d'euros.
sur les marchés. À l'époque, on avait dû faire ça, parce que les Britanniques bloquaient, ils ne voulaient pas qu'on utilise le budget européen pour faire ça. Donc, on a fait une avancée fédérale, d'une certaine manière, mais à côté. Et d'ailleurs, il est prévu que maintenant, ça soit rapatrié dans l'Union européenne. Donc, les Britanniques bloquaient. On a fait le mécanisme européen de stabilité. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce plan de relance qui va être financé par des emprunts en grande partie, est-ce qu'ils en auraient voulu? Sans doute pas. Donc, c'est déjà une réponse à votre question. Là, il y a eu une avancée fédérale. On emprunte pour subventionner. C'est ça la nouveauté, hein, d'ailleurs. Parce que jusqu'ici, on avait emprunté déjà ensemble, mais pour prêter. À la Grèce, à l'Irlande, on a prêté. On attend qu'ils remboursent. Tandis que là, on va emprunter. Il y a une partie de prêt, mais l'autre partie, c'est pour subventionner directement. La France va recevoir 40 milliards, l'Italie bien plus. Et donc, ça, c'est en effet une avancée de type fédéral. Il y a un fonds européen pour la défense qui a été, donc c'est seulement, hélas, 8-9 milliards, alors que la Commission en proposait 17 milliards. C'est la première fois que dans le budget européen, on peut aider à des dépenses militaires, de recherche, de développement. Parce que jusqu'ici, les Britanniques ne voulaient pas. Ils disaient non, tout ce qui est défense, c'est l'OTAN. On ne met pas ça dans l'Union européenne. Donc, c'est en train de bouger. Donc, j'allais dire, ça répond déjà en partie à votre question. Je vais vous prendre un autre exemple. Corps européen de garde frontière. Corps européen de garde frontière, au moment de la crise migratoire, c'est une avancée fédérale, ça. C'est-à-dire, jusqu'ici, les frontières extérieures de l'espace Schengen, on les laissait contrôler par les pays concernés. C'est-à-dire que, par exemple, les Italiens contrôlaient les arrivées depuis la Tunisie, sauf qu'ils contrôlaient leurs frontières qui étaient aussi les nôtres. Et là, il y avait d'ailleurs, on a parlé des deux Irlandes, il y avait le même problème de confiance. C'est-à-dire, d'ailleurs, Berlusconi avait fini par le dire, pourquoi voulez-vous que je contrôle ces gens-là? Ils ne veulent pas venir chez nous. Donc, moi, je les laisse passer. Il avait dit ça, Berlusconi. Donc, on a créé une sorte de corps européen de garde frontière qui, d'ailleurs, doit monter en puissance sur l'idée que, puisque ce sont des frontières européennes, il faut que ce soit des Européens qui le contrôlent. Ça, c'est une avancée fédérale, même si ça bloque encore un peu, corps européen de garde frontière. On a créé une union bancaire. L'union bancaire, c'est les grandes banques contrôlées depuis la Banque centrale européenne. Mais ça, c'était sans les Britanniques. Donc après, pour répondre à vos questions, où sont les autres avancées fédérales possibles? Il y en a certainement en matière militaire, en matière de défense, même si c'est très difficile d'avoir une armée européenne. Enfin, il y a des choses à faire davantage ensemble. En matière policière, en matière de renseignement, il y a déjà de la coopération. Est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de FBI européen, CIA européenne? Bon, le mouvement européen, on pousse pour ça. C'est difficile de partager le renseignement à 27, parce qu'il n'y a pas de confiance. Enfin, des avancées. Il y a eu récemment une inspection européenne du travail, autorité européenne du travail. Le mouvement européen militait pour ça. En fait, ce n'est pas d'ailleurs de l'idéologie, c'est juste pour dire, quand on est dans des territoires, on est à 27, on est interdépendant, on circule, c'est ouvert, il vaut mieux souvent qu'il y ait une autorité centrale qui assume au nom de tout le monde, plutôt que 27 autorités qui se coordonnent entre elles, qui se font plus ou moins confiance entre elles, et qui se regardent parfois en chien de faïence. Voilà. Et donc, c'est vrai que peut-être, à mon avis, maintenant, sans les Britanniques, il y aura plusieurs autres avancées dans le champ de la sécurité collective, peut-être en matière fiscale, puisque pour rembourser le plan de relance, on pourrait créer des nouvelles ressources, des taxations. Voilà. Peut-être que dans cette direction-là, au fond, les sujets sur lesquels les Britanniques étaient en marge, il y aura des avancées. Mais n'oublions pas, en tout cas nous, on va militer pour, mais n'oublions pas que les Britanniques étaient parfois l'arbre qui cache la forêt. N'oublions pas que j'ai déjà cité les Néerlandais, tous les pays de la Ligue hanséatique. On les a bien entendus au moment du plan de relance. Et voilà, et n'oublions pas, j'ai dit que les Britanniques étaient souverainistes, n'oublions pas les souverainistes d'Europe centrale et orientale. La Hongrie, la Pologne. Alors après, si on raisonne au sein de la zone euro, les Hongrois et les Polonais ne sont pas là. N'oublions pas aussi, peut-être juste une dernière remarque, quand on parle, en France, on parle beaucoup d'Europe sociale, n'oublions pas les pays nordiques. Les pays nordiques ne sont pas libéraux, ils sont très sociaux. Un pays comme la Finlande dépense autant que nous, nous les Français. Pourtant, on est haut, mais en termes de dépenses publiques, dépenses sociales. Mais tout va bien en Finlande. Ils n'ont pas envie que l'Europe vienne mettre son nez dans leurs affaires. Donc eux aussi, d'une certaine manière, ils sont souverainistes. Ce n'était pas que les Britanniques qui bloquaient le salaire minimum européen ou les normes sociales européennes.
c'était pas que les libéraux, hein, c'était parfois des pays très sophistiqués en matière sociale et qui, justement, ne veulent pas qu'on vienne mettre le nez dans leurs affaires. Voilà. Donc, le départ des Britanniques va faciliter certaines choses, mais ça ne va pas rendre tout ça facile. Le fédéralisme, l'union fait la force, c'est l'autre nom du fédéralisme, s'imposera d'autant plus qu'on regardera le monde, hein, regardera et qu'on se verra. Bah, vous avez rappelé les chiffres juste avant, hein, on n'est plus que 6% et quelques de la population mondiale. Et puis, de toute façon, au train où vont la démographie, où va la démographie, bah, en 2050, ce sera plus que 5, hein, 5%. Hein. Donc, à la fois pour peser dans le monde et puis pour gérer notre interdépendance, les outils fédéraux sont souvent très utiles. Il faut valoriser ceux qui existent déjà et puis pousser pour qu'il y en ait un peu, pour qu'il y en ait d'autres. Merci. Alors, merci pour vos questions. Je vais peut-être passer à celles du chat qui sont un peu plus rapides. La première question, c'est que va devenir Michel Barnier et son équipe de Jean-Luc Bonnier? Et je me permets un peu d'étoffer. J'imagine qu'il parle peut-être des velléités qu'on a pu entendre, peut-être pas des velléités, mais des opportunités qui pourraient se présenter avec les élections présidentielles en France, notamment pour Michel Barnier, et de voir des têtes de pont de l'Union européenne se mettre en avant sur des plans plus nationaux, comme on a pu voir très récemment Mario Draghi, Monsieur Mario Draghi en Italie. Hop, voilà. Je déclare un intérêt, comme on dit, parce que je connais très bien Michel Barnier. On a 2 grands-mères qui viennent du même village de Savoie. Donc, ça crée des liens. J'ai travaillé avec lui quand il était ministre des Affaires européennes. Quand il était commissaire européen, bon, j'étais administrateur de la commission, moi, mais bon, il se trouve que j'ai travaillé dans une direction générale, la direction régionale dont il avait la charge. Bon, je connais très bien. Donc, je n'ai pas de secret à partager avec vous. Ce qui est sûr, c'est qu'il a terminé sa mission. Il a très bien mené, qu'il fallait un homme comme lui, hein, de dialogue, de transparence, de tempérance pour mener cette mission. Et que maintenant, il est disponible. Michel Barnier, il aurait pu devenir président de la Commission européenne, hein, à la place de Madame von der Leyen, si Emmanuel Macron l'avait souhaité. Il n'a pas été président de la Commission européenne, donc il a continué sa mission. Et maintenant, il est disponible pour être utile. C'est lui qui l'a dit. Hein. Donc, je crois que c'est bien que des personnages qui ont eu un parcours européen, comme ça, reviennent dans le débat national et portent leurs idées en matière européenne, mais aussi le regard qu'ils peuvent avoir sur la France. Parce que c'est très utile d'avoir un regard comparatif. Parce qu'on voit d'ailleurs que la France est un grand pays avec beaucoup de ressources, des qualités, des atouts importants. Et puis on voit aussi ce qui fait que souvent elle gâche ses atouts. Donc je crois que Michel Barnier apportera sa pierre à l'édifice. Alors après, moi, si vous voulez, mais là on sort un peu du sujet. Ce que je crois, c'est que justement, il va sans doute y avoir, et ça c'est peut-être une inspiration européenne, dans notre 5e République qui est tournée tout entière sur un homme ou une femme, mais pour l'instant ça a toujours été un homme, je crois que on a tort de juger l'arrivée de Michel Barnier sur le thème ouais, mais il n'a pas l'étoffe d'un président. Je crois que ce qui va se produire à la prochaine présidentielle, c'est qu'il y aura des équipes qui vont concourir, des équipes. Un peu d'intelligence collective. Je crois que la crise a montré que un homme ne pouvait pas décider tout seul, tout le temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est qu'il faut de l'intelligence collective. Elle a montré que les pays comme l'Allemagne, qui sont des pays où le pouvoir est partagé, où c'est des pays fédéraux, des Länder, très proches du terrain, avec des coalitions parlementaires, pas un seul parti qui gouverne, avec des personnalités, eh ben, ils n'y arrivent pas si mal. Et donc, je crois que Michel Barnier, s'il joue un rôle, il jouera un rôle dans le cadre d'une équipe, quand bien même ce n'est pas lui le chef. Et qu'il y aura plusieurs équipes et face au président sortant qui visiblement souhaite se représenter. Et donc voilà, et en tout cas en attendant, je crois, pour finir sur lui, qu'il a parachevé un ouvrage sur justement ce qu'il a appris du Brexit, que l'ouvrage finira par sortir et qu'ensuite il fera toute une tournée en France pour évoquer l'ouvrage, l'Europe, et puis écoutez, après, il aura, s'il ne trouve pas un rôle national, eh ben, il aura une retraite paisible. Il aura à faire des randonnées dans la vallée des belles villes. Voilà.
Bon, mais je vous remercie pour votre réponse de la part de Loïc Boignet. C'est Michel Cahouette qui vous demande, selon vous, la gestion coordonnée des vaccinations Covid est une avancée fédérale? Je n'ai pas entendu parce qu'à un moment, il y a eu une friture sur la ligne. Alors, je vous laisse la parole. Je répète. Alors, la gestion coordonnée des campagnes de vaccination de Covid est-elle une avancée fédérale pour l'Union européenne? Alors, ce n'est pas tant des campagnes de vaccination que des achats de vaccins et aussi soutien avant l'achat, soutien à la recherche et soutien aux laboratoires qui produisent des vaccins. Parce que d'une manière générale, sur la santé, c'est pour ça qu'il faut être bien précis, sur la santé, ce n'est pas du tout une compétence de l'Union européenne, la santé. L'Union européenne s'occupe de la santé indirectement, je dirais, hein, les normes sanitaires sur les produits, pour pas que ça détraque la santé des consommateurs, les normes phytosanitaires. Phytosanitaires, c'est en agriculture. J'évoquais tout à l'heure le poulet chloré, le bœuf aux hormones. Il y a des normes européennes pour protéger la santé des consommateurs. Mais la santé en général, ce n'était pas une compétence européenne. Et puis, toutes les décisions qui ont été prises de confinement, etc., d'ailleurs, ça n'aurait pas pu être pris au niveau européen. On voit déjà bien que quand c'est pris à Paris, c'est déjà pas évident au niveau du territoire français d'accepter ça. D'où l'intérêt d'ailleurs des pays fédéraux comme l'Allemagne. Mais sur un segment bien particulier, le segment pharmaceutique, il y a eu une avancée. Est-ce qu'elle est fédérale? Il y a eu une avancée qui a consisté à dire, voilà, il vaut mieux que l'Union européenne négocie, parce que négocier au nom de 447 millions de consommateurs et de patients, voilà, l'Union fait la force. Et puis, il vaut mieux que le budget européen serve à aider les laboratoires. Donc, moi, je crois que c'était une bonne chose d'avoir fait ça. Que d'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques. Les critiques, l'Union européenne doit en recevoir. Madame von der Leyen va devant le Parlement européen, elle y est allée, elle a dit qu'elle avait fait des erreurs, elle s'est excusée. Donc, bien sûr que tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été parfait en France, je crois, hein, non plus. Et c'est pour ça qu'il faut être bien attentif sur quoi on parle. Et souvent, d'ailleurs, les autorités nationales, et ce n'est pas propre à la France seulement, ont tendance à taper un peu sur Bruxelles en disant, voilà, si vous regardez bien, parce que là, vous avez parlé de la vaccination, ce qui a été convenu, c'est que face à une pandémie qui nous touche tous, qui n'est pas liée aux défaillances de tel ou tel pays, hein, parce que pendant la crise de la zone euro, il y avait eu des erreurs commises quand même. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de la faute des Italiens s'ils ont été touchés. Et puis, de toute façon, si les Italiens ne sont pas soignés correctement, il y aura des échanges franco-italiens et le virus, il ne s'arrêtera jamais. Donc, là, l'idée qu'il faut traiter ça ensemble, acheter ensemble les vaccins et que chacun en ait à proportion de sa population, à mon avis, était une très bonne idée. Après, vous allez voir, je vous encourage à lire la presse ces jours qui viennent, là, parce qu'on a beaucoup dit que la Commission avait mal négocié les contrats. Bon, il semblerait que CNN ait pu vérifier les contrats qu'a signés l'Union européenne avec AstraZeneca et les contrats qu'a signés AstraZeneca avec le Royaume-Uni. Il n'y a pas de différence, visiblement, à confirmer. Parce qu'on nous avait dit, ouais, mais les Européens sont cons. Et d'ailleurs, ils sont partis trop tard. Bon, il semblerait que les Britanniques aient signé avec AstraZeneca un jour après l'Union européenne, alors qu'on nous avait dit que c'était 3 mois avant. Je dis bien, il semblerait, c'est à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, pour ce qui est de la Commission européenne, elle rend des comptes. Pour ce qui est des autres, les laboratoires, ils ont des difficultés, ça peut peut-être arriver, mais surtout pour les pays. Puisque la règle européenne, c'était de donner la même proportion de vaccins à proportion de la population. Si aujourd'hui, il y a des pays de l'Union européenne qui ont pu vacciner beaucoup plus de pourcentage de leur population que d'autres, c'est bien que les responsabilités sont nationales. Et je le dis avec tristesse quand je vois que la France est plutôt bas dans le classement du nombre de vaccinés en pourcentage de sa population. Je le dis avec tristesse. Mais même si la France, qui a mal démarré, est en train de rattraper son retard, même si ça dépend comment on compte, 1 dose, 2 doses, etc. Enfin, globalement, ce n'est pas super bien organisé. Et en tout cas, dans le classement européen, on n'est pas au top, ça c'est sûr. Donc, j'espère que
on va s'améliorer, que surtout tous les pays européens vont vacciner l'essentiel de leur population pour que comme ça, on puisse reprendre une vie un peu plus normale que celle qu'on vit depuis un an et demi. Puis après, écoutez, nous, la chance qu'on a en France, c'est qu'il y aura une élection présidentielle et des élections législatives l'année prochaine. Il y aura déjà des régionales si tout se passe bien en juin. Donc, c'est des moments de campagne où on peut faire les bilans et puis tracer les perspectives. Merci pour votre réponse. Je vais donner la main à Jean-Marie, qui avait une question. Oui, enfin, j'ai une question, mais en même temps, comme ça, parce qu'après, je crois qu'on arrive au bout et je vais remercier un petit peu tous les intervenants et Yves Bertoncini nous avoir fait cette conférence qui était très claire et où, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, ma question, juste revenir sur quelque chose qu'on a abordé au début, mais qu'on ne va pas revenir là et y répondre, mais par contre, en perspective d'une suite. Je veux parler du débat sur l'Écosse. Bon, il se trouve que j'ai quelques amis là-bas, de par le fait que je suis dans une ville qui est jumelée avec une ville d'Écosse depuis 40 ans, qui s'appelle Penicuik, qui est à 20 km d'Édimbourg. Alors bon, la question qu'on ne puisse plus avoir droit au programme L'Europe des citoyens, ça ne nous fait pas grand-chose, les petits comités de jumelage comme on était, puisque de toute façon, même en demandant, on n'a jamais rien eu. Alors maintenant qu'on n'y a plus accès, comme ça, au moins ça nous évitera de demander et ça nous fera gagner du temps. Trêve de plaisanterie. Je sais qu'il y a un mouvement européen en Écosse, une section, parce que je suis ami avec eux sur Facebook. Donc, pour prolonger ce débat qu'on a eu, où j'ai quelques petites nuances, je ne suis pas complètement sûr que si l'Écosse arrive à avoir l'indépendance, qu'elle rejoigne l'Union européenne, ça fait tache d'huile avec les autres pays, parce que si on prend la Catalogne, les Flandres, la Corse, c'est pas la même chose qu'un pays comme l'Écosse, avec l'histoire de ce pays-là, qui a été indépendant, qui rejoint le Royaume-Uni, bon, bref. Mais moi, la perspective d'organiser quelque chose avec eux, bien évidemment, en anglais, ou moi, je peux essayer de trouver des personnes hors mouvement européen là-bas, ou même dans le mouvement européen écossais, pourquoi pas qu'ils puissent parler français, mais on puisse essayer de faire la traduction simultanée, avoir une petite visio avec eux pour voir un peu comment eux ils voient les choses là-bas en Écosse. Moi, j'ai un peu de mal. J'ai un ami écossais avec qui j'en parle de temps en temps qui me dit, lui, il est très attaché au Royaume-Uni, bien sûr, mais bon, après, l'indépendance, pourquoi pas. L'Europe, il aime bien aussi, parce qu'il aime bien venir ici, me visiter en France, visiter l'Europe, aller en Italie en tant que touriste. Je pense que ça sera un peu plus compliqué, et pour lui, et pour moi, on a prévu d'y aller l'été prochain. J'espère que ça puisse se réaliser avec le Covid. Mais après, j'ai plein d'interrogations sur le fait que, est-ce qu'avec une simple carte d'identité, on puisse accéder à ce pays-là? Est-ce qu'il faudra obligatoirement un passeport? Est-ce qu'il faudra plus qu'un passeport? La question aussi de la téléphonie, hein, c'est important quand on voyage. En Union européenne, aujourd'hui, si on va en Italie, si on va en Espagne, si on va en Belgique, on a la portabilité, on va dire, de la connexion Internet sur les portables. Je ne suis pas complètement sûr que, vu le Brexit, ça soit encore le cas avec le Royaume-Uni, a fortiori l'Écosse. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on ne va pas reprendre là ce soir. Mais par contre, que je fais une proposition, essayer d'organiser quelque chose en visio avec nos amis écossais. Ça pourrait être quelque chose d'assez sympa, je trouve, faire une belle continuité de ce premier webinaire sur un cas un peu plus concret. Merci en tout cas à tout le monde, merci aux auditeurs, et puis je laisse la place encore à quelques questions. Et voilà, je voulais juste vous proposer ça. Alors, je te laisse la main, Claire. Je ne sais pas si on prend une dernière question ou si on... Allez, une dernière. Claire Sarda-Vergès pose la question suivante. Passeport vaccinal européen, bonne ou mauvaise idée? Déjà, je salue Claire, que je connais bien, qui est un peu plus au sud, je crois, mais nul n'est parfait. Non, écoutez, moi je pense qu'à un moment donné, quand les gens pourront être vaccinés, puisque visiblement on a pris le parti de ne pas les forcer, ceux qui ont été vaccinés et qui veulent se déplacer, si c'est une condition de se déplacer, oui, c'est une bonne idée, à mon avis.
faut-il encore qu'il y ait suffisamment de gens qui aient pu être vaccinés? Jean-Marie vient de parler de l'Écosse. L'an dernier, je voulais emmener mes enfants en Écosse, justement. Puis c'est tombé à l'eau parce qu'ils ont reconfiné au dernier moment. On n'y est pas allé. Moi, j'adore l'Écosse, hein, donc je réponds à Jean-Marie. Tout ce qu'on peut faire avec les Écossais. Bon, nous, on est bien en lien avec Londres, hein, le mouvement européen britannique. Bon, on peut faire avec l'Écosse. Puis c'est vrai que ça aurait le mérite d'illustrer concrètement encore plus au niveau des citoyens. C'est notre vocation. Bon. Maintenant, donc, pour revenir à la question sur le passeport vaccinal, si au fur et à mesure qu'on est vacciné, qu'on peut prouver qu'on est vacciné, et qu'il est bien confirmé que les vaccins nous coupent de tout problème, ça permet de partir en Écosse ou ailleurs, en Grèce, n'importe où. Ça permet aux visiteurs français de venir en France, parce que la France vit du tourisme, et quand même, on est le pays qui vit le plus du tourisme, hein, quand même, au monde. Hein. Donc, oui, mais ça serait bien si on pouvait faire ça. Et c'est un enjeu de citoyen, de liberté de mouvement, et puis il y a derrière ça un enjeu économique. La seule condition, c'est qu'il faudrait quand même que tous ceux, enfin le maximum de ceux qui ont pu se faire vacciner aient pu vraiment le faire. Parce que moi, j'aimerais bien, par exemple, je ne sais pas vous, moi j'aimerais bien me faire vacciner. J'aimerais bien. Je détestais ça quand j'étais petit. Mais maintenant, j'aimerais bien me faire piquer l'épaule ou quelque chose. Mais j'ai aucune certitude de pouvoir le faire avant l'été. Hein. Aucune. Aucune. Donc c'est vrai qu'il faut que ça intervienne au bon moment. Parce que si on disait à partir du mois d'avril, il y a un passeport vaccinal qui permet à ceux qui l'auront de retourner au cinéma ou au restaurant, et plus encore de voyager, et que vous, moi, on n'ait même pas eu un rendez-vous pour être vacciné, là, il y aurait une insurrection. Hein. Il y aura une égalité, une inéquité de traitement. Donc, j'espère que ça viendra quelque part dans le printemps, avant la fin du printemps, et qu'au moins, puis ça encouragera peut-être d'autres à se faire vacciner. Et que ça sera fait au niveau européen aussi. Ça, il y aura une reconnaissance, puisque encore une fois, ce qui compte, c'est déjà pouvoir sortir de chez soi tranquillement, de ne pas avoir de couvre-feu, de pouvoir aller au restaurant, tout simplement, au café. Hein. Il y en a plein dans le Luberon, des beaux cafés, des beaux restaurants. Bon, ben voilà. Et puis en plus, quand même, là, moi, je suis le mouvement européen, bah oui, de voyager et puis d'accueillir des Européens, pas que nous partir. Encore une fois, n'oublions pas que nous sommes le pays, et le sud de la France en particulier, qui accueille le plus. Donc on y a intérêt au passeport vaccinal. Merci Alors, pour cette réponse. Tu as repéré d'autres questions, Gauthier? non, c'était tout. C'était pour te donner la main, pour te rendre la parole. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Merci à tous pour votre participation. On a une annonce à faire. Gauthier? Alors oui, je tenais à remercier aussi, que ce soit le mouvement européen du Vaucluse et le mouvement européen en France, évidemment, et de votre intervention, Monsieur Bertoncini. C'était passionnant, véritablement. C'était très intéressant, et je vois que ça a vraiment passionné les gens qui ont pu participer et poser leurs questions. Je tenais à faire un petit aparté pour vous préciser que le 4 mars, nous avons une conférence. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran, Oui. peut-être pas le bon écran. Attendez. Moi, je vois très Je vais bien. me permettre de repartager l'écran. Oui, c'était la bonne affiche. Hop, Oui. pas. Alors, super. Alors, voilà qu'on a une conférence le jeudi 4 mars qui s'intitule L'Europe est mon territoire, et qui portera sur les politiques européennes dans les Bouches-du-Rhône et plus largement dans la région PACA. Donc, elle va consister à une présentation assez formelle de la politique régionale menée par l'Union européenne par un expert de la Team Europe, Monsieur Franck Arnaud, puis une présentation plus terre à terre, on va dire, de plusieurs porteurs de projets, voilà, qui vont nous présenter comment ils ont réussi à monter leur projet grâce au financement européen via le FEDER et le FSE. Voilà, fin du petit aparté. Je redonne la main à Claire et à Jean-Marie si vous voulez ajouter un mot. Oui. Pour moi, ça va. J'ai remercié tout à l'heure tout le monde, et merci à tous et bonne soirée.
Et un petit mot, j'espère, Monsieur Bertoncini, qu'on aura l'occasion de collaborer à nouveau, mais dans le Luberon cette fois-ci, en présentiel. Voilà. Avec grand plaisir. Mais bon, c'était déjà bien de pouvoir se connecter hein, pendant le couvre-feu. Hein, écoutez, c'est Oui. mieux que rien. Et puis oui, avec volontiers, j'ai plaisir à aller sur tout le territoire, justement. L'Europe est mon territoire. Le mouvement européen France, évidemment, l'Europe en France, et donc la France est notre territoire. Et puisqu'on a la chance d'avoir des sections dynamiques dans beaucoup de coins, évidemment, j'aurai plaisir à revenir dans votre direction quand les circonstances le permettront à nouveau. Et en tout cas, je voulais vous remercier, hein, évidemment, Claire, Jean-Marie, Gauthier, toute l'équipe, là, tout ce que vous faites, parce que c'est vous qui êtes au contact au plus proche, je dirais, et qui incarnez, c'est ça qui manque souvent, des visages, en tout cas, des visages pour le débat dont l'Europe a besoin, la pédagogie, les propositions. Donc, merci beaucoup de ce moment d'échange. Et puis, écoutez, je vais vous dire à bientôt. Merci. Merci bien. Merci. Au revoir. Ah. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.